derrière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezal, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Magnifique, époustouflant, champion du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief, le débrief de la troisième étape de la Coupe du Monde qui s'est disputée du côté du Grand Bornand. Dernière étape de cette année 2024. Il y avait un programme royal, des sprints, des poursuites, des mass starts. Il s'est évidemment passé beaucoup de choses sur un week-end évidemment exceptionnel en Haute-Savoie. Et pour venir sur tout ça, je suis toujours bien accompagné avec Jérémy, Mila et Aurélie. Salut tous les trois. Salut Romain. Salut. Hello. Bon, comment s'est passé votre week-end en Haute-Savoie ? Chargé en émotions. Montagne russe. Ouais. Ouais, j'allais dire. Montagne russe émotionnelle. Ouais. Pareil, Mila aussi. Ouais, il y a des bonnes choses et des moins bonnes choses, on va dire. Ouais. Tu parles du temps ou des performances sportives ? Aussi, oui. Le temps aussi. Oui, c'est vrai que le temps n'a pas gâté forcément les athlètes, on va dire jeudi et dimanche, sinon il y avait quand même du grand soleil vendredi et samedi, mais c'est vrai que ça a fini sous une tempête de neige pour les femmes, notamment sur la mass start. Mais néanmoins, ça a quand même été une semaine exceptionnelle, avec cette ambiance de folie au Grand Bornand. D'ailleurs, pour le programme, évidemment, donc on va revenir sur toute cette étape, pour commencer la Coupe du Monde féminine, les Françaises, avec des bonnes choses, notamment avec Jeanne Richard, avec un brin de frustration, on va en parler tout de suite après. Déception, du côté notamment de Lou Jean Monod, qui a perdu très gros sur cette étape de Coupe du Monde, pour le classement général de la Coupe du Monde, bien évidemment. On parlera aussi donc des autres athlètes, de Franziska Preuss, qui, elle, a gagné très très gros. Est-ce qu'elle a déjà mis une main sur le gros globe de cristal ? On va en parler. Chez les hommes, pour les garçons français, c'est un peu mitigé aussi, avec quand même des bonnes choses, avec notamment Éric Perrault et Emilien Jacquelin qui ont fait un podium. Beaucoup plus compliqué pour Quentin Fillon-Maillet. Aussi, du côté des hommes, il y a forcément les Norvégiens, une fin d'étape magistrale, avec ce quadruplé. Non, il y a quand même Danilo Rittmüller deuxième, certes, mais quand même avec 5 Norvégiens dans la cérémonie des fleurs, on ne les compte plus. Avec un Johannes Bö qui a frappé très fort également du côté du classement général de la Coupe du Monde. Vous nous donnerez aussi vos performances, contre-performances, Coupe du Monde féminine et masculine. On parlera aussi un peu de l'Ebi Cup, qui a eu lieu aussi cette semaine, avec aussi la Junior Cup, avec de belles performances françaises. Et enfin, on vous donnera le programme de la prochaine étape de la Coupe du Monde qui aura lieu à Oberhof début d'année prochaine. Bon, les amis, est-ce que le programme vous va ? Mais parfait. Ouais, super. Ok, allez, c'est parti, jingle. Bien alors, pour commencer, je vais vous demander quelle a été votre course du week-end. Mila, quelle est ta course marquante au Grand Bornand ? Alors moi, la course qui m'a le plus marqué, comme beaucoup je pense, c'est la poursuite masculine, Ouais. avec quand même un double podium, Emilien et Eric, finissent 2 et 3. Eric et Emilien, pardon, dans le mauvais ordre. Non, c'était une belle course. Le vainqueur, il n'y avait pas trop de suspense, on va dire, mais c'était la seule fois du week-end où on avait 2 Français, hommes et femmes confondus sur le podium. Donc je pense qu'on peut retenir cette course comme étant la meilleure peut-être du côté des Bleus. Alors Jérémy, je crois que tu avais le même avis, mais tu veux quand même mettre une autre course. Oui, non, mais j'ai beaucoup aimé la poursuite pour le double podium, comme disait Mila. Mais j'ai quand même envie de retenir aussi cette mass start féminine, dernière course de 2024, sans ce temps vraiment dantesque, tempête, puis vent, puis on sentait que vraiment sur la piste, ça avançait plus. Et voilà, cette frustration de Jeanne Richard, mais dont on reparlera, et puis l'éclosion d'une future grande biathlète en la personne de l'Allemande Selina Grossian.
Et toi, Aurélie? Alors, attends, laisse-moi deviner. Ça ne serait pas la victoire de Tariveux? Si, parce que c'est beau, sportivement parlant. Il n'a pas pu courir. Alors après, je pense que ça lui a donné un peu de fraîcheur dans les jambes, mais il n'a pas pu courir le sprint, la poursuite. Il est parti sur la Mastart, bah, quand même avec le couteau entre les dents. Hein, il joue un peu son va-tout là, et puis il gagne la course. Puis au-delà de ça, c'est la beauté, les émotions quand il passe la ligne. On voit qu'il est soulagé, qu'il est content, qu'il est fier. On voit que son petit frère est fier aussi. Un Ouais. podium, on sait jamais quand sera le prochain, s'il y en aura un prochain. Un podium au Grand Beau. Non, alors oui, c'est décevant pour les Français cette Mastart, mais j'ai été émue par cette arrivée de Tarier. Voilà. Un grand podium, si je puis dire. Un grand podium, ouais. Cette Mastart dimanche, mais t'inquiète pas, Aurélie, on va en reparler. Tu as ta partie déjà Oh oui. sur la partie des hommes chez les Norvégiens qui t'est consacrée. Oh, Mais j'ai hâte. tu as hâte, mais déjà, alors je suis désolé, Aurélie, mais on va commencer par les dames déjà. Pas de Mais souci. on ne peut finalement que commencer par la dernière course féminine, hein, alors que dont a parlé Jérémy. C'est donc la Mastart, qui a vu la 4e place de Jeanne Richard. Quelle fin frustrante. La troisième place. En vrai. Ouais, non, moi je suis désolé, Jérémy, non, c'est 4e à l'arrivée. Hein. Le tableau d'affichage ne ment pas. On l'a vu 3e, un bon moment de la course, même mieux finalement. Avant ce dernier tir, mais finalement c'est une 4e place frustrante sur la ligne d'arrivée, chippée par Paulina Fialkova. Comment vous avez vécu ça? Jérémy, c'est compliqué, hein? Non, mais en fait, on a vu très tard que Fialkova, on n'avait pas les intermédiaires. Enfin, en tout cas, euh, on l'a pas vu tout de suite. Et même à la fin, moi, j'ai cru qu'elle allait pouvoir garder encore un tout petit peu de marge. Et voilà. Donc, est-ce qu'elle a été assez bien renseignée ou est-ce qu'elle en pouvait plus? Ça, je sais pas. Mais c'est en même temps, c'est arrivé dans des sens qui nous arrangeaient plus. Mais c'est horrible de se faire voler le podium, pas voler, mais prendre le podium vraiment à 2 mètres de l'arrivée, quoi. Ça doit quand même être dur, mais c'était cœur brisé, quoi. Hmm. Après, on voit avant le virage, hein, quand même, qu'il y a Cyril Burdet et même après Stéphane Bouteau qui prend le relais pour l'informer, il lui crie dessus. Donc finalement, elle semblait être informée, mais Jeanne Richard semblait avec le brouhaha ambiant dans ce stade et ce final. Je pense que bon, elle n'était pas forcément les idées claires à ce moment-là pour voir qu'il y avait Ouais, quelqu'un ouais, derrière ouais, elle. ouais. Ouais, Mila, bon, il y a un peu de seum finalement. Bah oui, quand même. Mais en fait, enfin, en revoyant les images et en analysant ça avec elle après, on a l'impression qu'elle était au courant qu'il y avait quelqu'un derrière, parce qu'elle-même disait qu'elle avait vu les coachs slovaques à côté des Français, mais on dirait qu'elle s'en rend pas compte jusqu'au dernier moment, parce que même en revoyant la dernière ligne droite, elle va pas à fond. Et en fait, une demi-seconde avant l'arrivée, quand elle la sent passer sur sa droite, on la revoit Oui, remettre, elle accélère. enfin accélérer, mais c'est trop tard en Mm. fait, et elle s'est déjà fait doubler, donc on pense, enfin, c'est même sûr, elle a vraiment pas senti qu'elle était aussi proche d'elle, donc c'est hyper frustrant, et même son expression faciale à l'arrivée a aussi un peu parlé pour elle, hein. Elle avait l'air, Elle a enfin, pleuré, elle hein. était dégoûtée, Elle a pleuré, quoi. hein. Ouais, elle a pleuré et tout, donc puis elle fait 2 4e places, ça doit quand même rester frustrant, mais je pense qu'avec du recul, faut aussi se rendre compte que c'est quand même 2 super perfs, et on finira par gagner, mais bon, c'est vrai que c'est goût amer, quoi. Après, Aurélie, c'est 2 4e places qui sont pas pareilles, hein. Hier, c'était enfin samedi sur la poursuite, c'était une superbe 4e place. Ah, Voilà, exactement. enfin, c'est selon la course en Ouais. fait. Ouais, c'est ça, c'est suivant la configuration de la course, une 4e place quand tu crois pas vraiment, mais que tu arrives à remonter jusqu'à une 4e place, c'est formidable, c'est génial. Et puis c'est ton meilleur placement en carrière. Après une 4e place quand tu étais quasi certaine, enfin je sais pas si elle était certaine, mais elle donne l'impression de monter sur le podium pour la première fois en carrière et que finalement t'es juste au pied. Là, je comprends que c'est très décevant et plus frustrant, surtout si elle en avait un petit peu sous le pied et qu'elle aurait pu peut-être mettre les coups de bâton en plus pour garder sa 3e place. Mais après, elle a quand même fait un week-end fantastique. Elle a quand même fait une course formidable aussi. Il fallait le faire aussi. Elle a fait qu'une faute, non? Oui.
Les Une seule conditions étaient faute, quand ouais. même Ouais. une seule faute, les conditions Mm. étaient pas faciles. Elle est arrivée Je première suis sur pas le dernier sûre qu'on y tir, hein. voyait grand-chose. Elle est arrivée première sur le dernier tir, ouais, pas facile. Donc il y a quand même beaucoup de positifs sur cette course qu'elle peut ramener avec elle à Noël. Est-ce que pour vous, c'est la satisfaction des Bleus sur ce week-end ou pas? Sans oublier la Bah, victoire de Justine Brézaboucher sur le sprint, hein. ouais, mais moi, je pense que je retiendrai même peut-être plus Jeanne Richard parce que, enfin, honnêtement, sur le dernier tir là, de la Mastart, après, on va arrêter d'en parler, mais quand elles arrivent toutes les trois avec Lou et Preuss, bon, à quelques secondes d'écart, moi, je misais pas forcément sur Jeanne au départ. Enfin, Preuss, elle est tellement sereine derrière la carabine que, bon, je m'attendais pas à ce qu'elle craque. Mais je pense que Lou allait potentiellement reprendre le dessus sur Jeanne et que Jeanne allait un petit peu trembler pour le dernier tour devant le public, avec la neige, le vent. Enfin, elle a quand même plutôt bien géré son stress et je pense que c'est des choses hyper positives qu'il faut retenir sur tout son week-end, quoi. Derrière le tir, ça a été vraiment très, très, très satisfaisant. Mhm. Bah, Jeanne, c'est une faute sur toutes ses courses. Une faute sur le sprint, une faute sur la poursuite, une faute sur la mass start. On sait que Jeanne est quand même hyper solide sur cet exercice-là, donc elle l'a encore mis en application donc, sur cette mass start. Il y a cette faute de trop, hein, malheureusement, qui lui coûte le podium Ouais. sur cette mass start, mais en tout cas, oui, ça fait un sacré week-end, hein, 12e du sprint, 4e de la poursuite et même score sur la mass start, 8e du général, elle remonte, la française, toujours meilleure U23. Ça faisait partie des jeunes françaises où on se demandait ce qu'elle allait faire en ce début de saison, si sa place était en danger. Là, c'est quand même un sacré début de saison de sa part, hein. Bah, c'est certain, c'est certain. Enfin, même elle a pris de l'avance là, même sur le U23. Après, Elle Sina a, elle a, elle a Grossian pris. est U23, Ah, hein. ouais. C'est vrai qu'elle a que 20 ans elle aussi. Ouais. Ouais. Mais ouais, ouais, ah, c'est vrai. Ouais, autant pour moi. Il y a 25 points d'écart entre les deux. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. En même temps, Jeanne est quand même plus régulière, je trouve, depuis. J'ai plus confiance en elle sur toute la saison. Mhm. Donc à Ouais, voir. elles ont pas les mêmes atouts parce que Céline Grossian est plus rapide à ski, il me semble. Ouais, Et Jeanne, c'est un tir qui a l'air vraiment déjà très très installé et elle est très sereine. Et donc ça, en biathlon, c'est quand même un sacré point fort, hein. Elle a 93% de réussite au tir, Jeanne, avec un Euh, coucher à 98. oh là là. Voilà. Ouais. Après, pour Jeanne, l'objectif, alors oui, c'est physique, mais ça va être aussi de gagner un petit peu de temps sur son tir aussi. Là, elle met un tir un peu plus long que la moyenne de ses adversaires. Après, ça va être l'apprentissage, hein, et les années qui vont arriver va s'améliorer de ce côté-là. Mais c'est vrai que, bon, en tout cas, c'est vrai que ce début de saison est assez exceptionnel pour Jeanne Richard. Et c'est vrai que, bon, il y a là quand même la frustration, faut le dire, hein, de cette mass start. Terminé à la 4e place pour un jeté de ski. Mais bon, ça. Peut-être que Uldal, il peut lui apprendre sa technique là quand il arme sa carabine. sur le Il a une debout, ouais. technique ouais, hyper rapide Ouais. et ça lui fait gagner 2 petites secondes, hein. Ouais, mais par contre, ça lui fait faire quand même quelques tours de pénalité, Martin Houldal, sur le tir. Ouais, Ouais. ouais, ouais. C'est- Je Là, pense que c'est plutôt sur la piste que ça se joue pour Jeanne, à mon avis, où il faut Ouais. D'ailleurs, elle avait peut-être fait aller un peu un plus vite. très beau 4e tour sur la mass start et elle l'a peut-être payé d'ailleurs sur le dernier tour, hein. Elle a perdu 20 secondes sur Fialkova, qui a fini fort, Ouais, hein. parce Sans qu'encore doute. au dernier intermédiaire, enfin, elle stabilise les 8-9 secondes, je crois, qu'il y a entre elle et Fialkova. Et au final, quand on voit cette dernière image avec le dernier virage avant la ligne droite, il y a plus rien. Enfin, il y a 2 secondes, quoi. Donc, elle a peut-être un peu baissé de régime sur la fin, quoi. Ouais, la fin qui est une ouais. partie glisse, donc peut-être aussi, je sais pas, on va peut-être pas remettre en cause de fartage, hein, comme ça, mais aussi c'est plus le jeune Richard un poids léger, on va dire. Elle est quand même légère par rapport à Fialkova, donc peut-être dans cette partie descendante, la Slovaque a peut-être plus gagné aussi de ce Ouais, côté-là. elle a perdu. Mm. Donc Et puis Fialkova, elle était derrière aussi. C'est peut-être plus facile aussi pour elle de se donner une cible en ligne de mire que Jeanne, quoi. ouais, c'est clair, c'est clair. En tout cas, bon, ça reste quand même une très belle semaine pour Jeanne Richard. Et bon, le podium semble pas loin pour la biathlète DG. Bien alors, bon, Jeanne Richard, c'est quand même une belle satisfaction. En revanche, pour Lou Jean Monod, c'est quand même une déception, faut le dire, hein, sur ce week-end au Grand Bornand.
elle a vraiment perdu gros au niveau du classement en général. Hein. Déjà 35e du sprint avec 3 fautes, 18e de la poursuite, 14e de la mass start alors qu'elle était 3e avant le dernier tir debout. La franc-comtoise est désormais 3e du général à 213 points de Franziska Preuss. Comment vous expliquez ce week-end en deçà de la française? Bah moi je l'explique pas. Pour le coup, je sais pas, elle avait pas l'air d'être dans ses affaires, elle avait pas l'air d'être en forme. Euh, Lou nous a habitués à faire des courses plus propres que ça. Donc moi je sais pas comment elle s'en est expliquée après en après-course parce que je l'ai pas vue. Mais moi j'ai du mal à expliquer qu'elle rate comme ça ces 3 courses et elle aurait presque mieux fait en fait finalement de prendre des vacances de Noël anticipées et puis de revenir en forme en Allemagne. C'est le week-end perdant. Et non le Mistral. Jérémy? Oui, c'est ça. Et oui. Euh, non, moi je pense que le relais quand même où elle est allée tourner sur la note pénalité lui a quand même fait du mal. Je pense que elle avait ce tir si stable depuis le début de la saison. Enfin, ouais, il était quand même très bon et ça l'a peut-être fait quand même douter. Et, et voilà, et là, bah, sur le tir, hein, et puis bon, qu'elle soit moins en forme, mais là, elle fait quand même pas mal de fautes. Et sur le sprint, c'est les 3 dernières qu'elle rate, hein, il me semble. Et ça, c'est pas du tout habituel chez elle, parce que d'habitude, elle peut faire une faute, mais elle se reprend vite. Et là, c'est comme si elle avait plus la lucidité. Ouais, j'ai hâte de la revoir en janvier, mais c'est vrai que c'est un gros coup d'arrêt dans ses ambitions de général. Après, Mila, finalement, Lou, on l'avait jamais vu jouer réellement le général de la Coupe du Monde. Alors certes, l'an dernier a fini 2e, mais a fini 2e au finish avec une grosse fin de saison. Sinon, elle avait quand même pas mal de points de retard. Là, peut-être que c'est tout ça qui l'a fait cogiter finalement. Oui, après, alors moi je sais plus si je l'avais mis dans mes pronos ou pas en pré-saison, mais enfin dans la preview, mais moi franchement, vu ce qu'elle nous avait montré sur ce début de saison, il y avait quand même pas mal d'espoir. Alors on a quand même on s'est rapidement rendu compte que avec Preuss ça allait être très compliqué. Enfin, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que, enfin, elle a pas forcément beaucoup de concus, même si on en reparlera, mais c'est vrai que Lou, ce qui est un peu dommage, c'est sur ses tirs, parce qu'elle avait quand même des stats Mais notamment au oui. tir couché, 94%. Enfin, là, elle est à 94%, des super stats. Et c'est vrai que, bah, voilà, enfin, je rejoins Jérémy et Aurélie, ça s'explique pas forcément. C'est la 4e semaine. Bah, tout le monde commence à être un petit peu fatigué. Mais bah, c'est dommage parce que, ouais, comme tu disais, elle perd pas mal de points sur cette étape alors que elle était encore dans le coup, quoi, finalement. Après, Puis elle perd de la confiance, Mm. Et encore une ouais. fois. Enfin, Mm. Après, il y a cette lutte du dossard jaune, cette étape au Grand Bornand, tous les regards qui sont braqués vers elle, qui est la leader française finalement pour jouer le Gros Globe, alors que l'an dernier c'était 3 à pouvoir le jouer. C'est aussi de la nouveauté aussi pour elle cet hiver et c'est quelque chose qu'elle a peut-être pas réussi à anticiper, qu'on peut pas finalement peut-être anticiper aussi avant de le connaître, de le vivre finalement. Oui, oui, c'est vrai. Et en plus, il y avait un petit peu un récit qui s'installait sur les Françaises vont tout rafler. De toute façon, les autres sont nuls. Enfin, ça, On c'était l'a le pas dit danger nous, un peu Jérémy, de. sur le. Non, 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 non. Si. on n'a pas dit Mais que les on a autres étaient tous nuls. été, Non. non, mais on s'est un peu Voilà. laissé tous griser par leurs résultats et par la densité. Et en fait, on oublie que bah, déjà, il y en a d'autres qui s'entraînent aussi euh, très fortes et que, ben voilà, comme tu dis, quand l'équipe en plus réussit un peu moins bien, on est mis au devant de la scène, donc on se sent un peu obligé de réussir pour l'équipe. Et c'est là où on peut commencer à se planter parce que beaucoup de pression et puis je crois quand même moi j'ai senti très fatigué aussi là Mm. pendant ce week-end Ouais. quoi. Ouais, nerveusement et physiquement aussi, on l'a senti sur les Bah, top Ça déjà, se le 10. voyait, sprint. enfin c'était Oui, Jérémy. Aurélie en off avant parlait des Norvégiens qui étaient tous exténués, mais voilà, tout le monde était au bout du rouleau. 3 courses en 3 jours là, hein, au Grand Bornand hein, pour les femmes. Mm. Ouais, avec tous les à côté, hein, forcément, c'est une étape forcément particulière pour les Bleus, parce Ouais. que bon, il y a les, les supporters français qui veulent des autographes, l'ambiance, les partenaires aussi.
Il Oui. y a tellement de choses qu'on voit pas aussi, nous, de notre côté, qu'il faut prendre en compte. Il y a Cassandre aussi qui les dérange, je pense. Ouais. Cassandre qui était bénévole, Ouais. qui était bénévole Voilà. sur place. Mais non, c'est vrai que c'est un week-end qui est douloureux pour Lou, qui est, je le disais, à 213 points maintenant de Preuss, au général, troisième. On y croit ou pas encore au général pour Lou Jean Monod? Ça va quand même très vite, hein, parce qu'il y a une semaine, en Fusion, on disait, ça, allez, elle est à fond dedans, hein, et qu'à quelques points de Preuss. Faut qu'elle se remette, si elle veut encore y croire, faut que dès la rentrée, elle perf parce que ça commence à. Là, elle a combien d'écart après? Elle a une centaine de points, je crois. Non. Ah oui, non, oui, oui, elle a deux courses, enfin deux victoires d'avance en fait. Mm. Ouais, ça commence à Ouais, faire mais beaucoup. il suffit d'un mauvais week-end de Preuss et puis tous les Oui, oui. cartes sont rabattus aussi en fait. Hein, mais Après, par contre, Preuss il était censé faut. être malade ce week-end. Ouais, Ouais, ouais. ça, c'est la grosse blague. En fait, c'était une technique, je pense. Elle s'est enlevée de la pression. Je suis malade, ne m'attendez pas, je suis pas en forme. Et puis, en fait, 3 podiums, quoi. Ouais. Ouais. Après, moi, ça me rappelle une course de Martin Fourcade, hein, on parle de Prost, là, qui était malade après les Jeux de Pyeongchang. C'était à Conchuarty, il n'avait pas pu faire le sprint. Mais après, c'était une mass start, il était vraiment pas bien, mais finalement, il avait sorti une super course. Il avait tiré à 20 sur 20, je crois, et il avait fini deuxième, il me semble, Ouais. de cette course-là, alors qu'il était Mais il vraiment pas devait bien être physiquement, et shooté, que Jonas Beu, lui, il reprenait des points sur Martin Fourcade, avait terminé 16e ou 15e, alors que voilà, tout pouvait se basculer, et finalement, ça avait fait la différence. Donc finalement, l'expérience, ça comptait. Et Preuss, c'est une tête d'expérience, hein, Ouais. de ce côté-là. Et elle a très très bien joué. Ouais, puis ça s'est joué au tir, hein, Preuss aussi. Hein. Ah oui. Elle a fait Un 20 sur sur le 20, pas de tir, elle un était master en impeccable. plus. Ouais, Donc, Bah, il impeccable. faudra Ça s'est- espérer ouais, que Lou se remette vraiment dedans, mais aussi, enfin, sans baisse de régime aussi du côté de Preuss, ça semble quand même assez compliqué parce qu'elle est tellement régulière que, enfin, on se demande comment elle pourrait perdre des points comme ça à toutes les courses si elle finit à chaque fois dans le top 3, voire le podium à chaque fois, quoi. Et maintenant, elle perf quand elle est malade, donc on sait plus quoi qui peut l'arrêter maintenant. Hein. Ah, Et ouais. c'est compliqué, mais non, en tout cas, on va en reparler un peu d'après de Preuss. Vous allez commencer à comprendre ma haine, ma gentille haine envers les Allemands. On fera un point allemand, Mila, t'inquiète pas. Sans Bon, alors, en tout moi, cas, sans moi. pour Lou, c'est vrai que c'est un week-end très difficile. On espère que ça va passer comme de bonnes fêtes de fin d'année et revenir à bloc du côté d'Oberhof. Pour Julia Simon, c'est quand même mieux passé. Elle est remontée d'ailleurs 4e au classement général de la Coupe du Monde. Hein. Elle a vécu, on peut le dire, hein, sa meilleure étape de la saison. 7e du sprint, 2e de la poursuite, 6e de la mass start. On sent quand même que la biathlète décisive commence à prendre son envol dans cet hiver. Vous retenez quoi, justement, de cette étape de Julia Simon? Bah, moi, c'est plutôt les jambes. La piste, elles sont plus en forme physiquement. Le tir, bon, ça reste, enfin, c'était pas folichon, on va dire. C'était pas, mais elle semble quand même plus aux affaires sur la piste, moins dans le dur que ce qu'elle paraissait les premiers week-ends. Ouais, clairement, je pense avec une ou deux balles dedans, enfin de faute en moins, clairement, elle peut vraiment jouer devant. Enfin, elle l'a montré là. Elle finit en cérémonie des fleurs avec une balle de moins, ça peut jouer. Après, oui, elle va mieux sur les jambes. On sent parfois, enfin, je sais pas, j'ai toujours un peu la sensation que son expérience là, je sais plus, si c'était à Conchularty les crampes qu'elle Oui, oui. avait complètement, elle a eu un gros souci physique. On sent qu'il lui en manque peut-être encore un petit peu, mais en fait, elle a le mental, je pense, pour combler justement ces petits soucis-là, si vraiment elle en veut et elle est capable à la fois avec ses jambes et sur le tir. Donc, faut améliorer de petits points là, mais il y a quand même vraiment du quoi. Et je pense qu'elle avait l'envie ce week-end. Elle avait envie d'une victoire en France. C'est pas passé loin, mais bon, une prochaine fois. Elle a dit après au micro de la chaîne équipe que maintenant, bon, le général, c'était pas un objectif du tout. Bon, elle l'a dit depuis le début de l'hiver, mais là, elle l'a redit. Bon, Julia Simon, Jérémy, on lui donne rendez-vous aux mondiaux, surtout. Ouais, Oui. c'est la reine des mondiaux. Donc, elle va se préparer vraiment pour cet objectif précis. Et j'ai quand même trouvé
en progression. Et donc, bon, on a hâte de voir la suite de la saison. Elle va peut-être monter encore en puissance sur le plan physique, donc serait intéressant. Et on la retrouve d'ailleurs pendant les vacances de fin d'année, hein, j'allais y aller au Blink Festival, non pas du tout, au show de Schalke, avec Ouais. Fabien Claude pour signer le triplé, un triplé historique, Yay. et ce sera le samedi 28 décembre. Et notamment, on retrouvera, alors, il y a Ingrid Todrevold avec Sturla Holmlegrid, on va voir si elle sera là, la Norvégienne. D'ailleurs, on va donner des nouvelles de la Norvégienne dans quelques instants. Mais c'est vrai que oui, on met l'objectif aussi pour elle. Elle avait hâte d'y être en Allemagne et elle va retourner en Allemagne après pour Oberhof et on verra si elle suit un peu la même ligne que l'an dernier. Finalement, on a l'impression de vivre un peu la même saison que l'année dernière. Hein. Début de saison poussif, une remise en forme quand même Mhm. sur la troisième étape et après, bah, on verra. Hein. Mais Elle est lancée. elle semble lancée, Julia Simon, et comme je disais, quatrième du général. Bon, bah, c'est toujours ça de bombe de prix. Hein. On ne sait jamais ce qui peut arriver après devant, mais en tout cas, il y a quand même du mieux sur cette étape pour Julia Simon. Maintenant, on va parler de Justine Weza-Boucher. Alors, est-ce que si je dis que c'est un week-end à l'image de sa carrière, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ouais. Parce que bon, il y a une superbe victoire éclatante sur le sprint, malgré une erreur au tir. Puis ensuite, la Savoie est retombée dans ses travers hein, sur la poursuite et même sur la mass start, hein, avec deux courses à confrontation avec 7 erreurs, 12e et 23e. On retient quoi finalement de tout ça, Mila? Du positif ou du négatif? Bah, C'est compliqué, hein? moi, je suis obligée de parler du négatif. Alors, ça va être nuancé, évidemment, j'imagine, par Aurélie et Jérémy, mais bah, oui, sa victoire, elle est belle. Elle récidive après sa première victoire en Coupe du Monde, donc ça a dû lui rappeler plein de souvenirs, plein d'émotions, c'était cool. Mais bon, derrière, elle s'écroule totalement, elle tire les lapins. Enfin, c'est pas possible de faire Bah, avec ce temps-là, les 14 lapins étaient fautes. peut-être dans leur terrier, hein, Mila. Non, mais les pigeons, si vous préférez, quoique je sais pas s'il y a beaucoup de pigeons au Grand-Beau, mais enfin, c'est 14 fautes sur deux courses à confrontation directe quand on sait ce dont elle est capable sur les skis. En fait, elle se saborde elle-même et c'est juste dommage en fait de pas pouvoir la voir performer plus régulièrement parce que c'est une biathlète exceptionnelle qui a des qualités quand même assez impressionnantes et bah, on aimerait la voir devant à chaque course et quand on voit dès le premier coucher qu'elle nous fait deux fautes. Enfin, on se dit, mais comment elle paierait quelque chose? Ouais. Enfin, c'est dommage, mais en même temps, là, pour le coup, c'est de l'auto-sabotage. Donc, c'est dommage. Donc, moi, je retiens plutôt ça, même si, encore une fois, sa victoire est très belle avec un 9 sur 10. Faut quand même le noter, quoi. Ah oui, puis cette joie à l'arrivée, on sent qu'elle essaye hein, de mettre tout en place pour que ça marche. Elle était vraiment extatique. Grand sourire, on sentait que vraiment c'était génial et, et ça n'a pas confirmé par la suite, mais voilà, on se rappelle des Jeux Olympiques, de tout ça. Justine, c'est quand même encore des coups d'éclat et des courses d'un jour plutôt qu'une saison régulière où on est toujours dans les cérémonies des fleurs, on engrange des points. Pour moi, Justine, c'est pas ça, c'est des courses magnifiques et puis des craquages total. Et parce que le tir est pas d'une sérénité, enfin d'une fois à l'autre, on sait jamais à quoi s'attendre. Alors que euh, Francie, on sait un peu à quoi s'attendre, quoi. Ouais. Le jour où elle fait deux fautes, faut m'appeler, quoi. C'est pas le même style, ça, Ouais. c'est sûr. Aurélie, est-ce qu'on finalement on n'a peut-être pas vu trop belle Justine Weza-Boucher après sa dernière saison? Bah si, je pense. Enfin, on verra, mais c'est vrai que peut-être que, enfin, moi, je commence à me dire parce que Justine, ça fait quand même un moment qu'elle est sur la Coupe du Monde maintenant, même si elle est encore jeune. Mais c'est vrai que peut-être que ce sera jamais. Il y a des types d'athlètes comme ça qui joueront jamais finalement le classement général, même s'ils peuvent finir avec des très belles places parce qu'ils font des très belles courses de temps en temps, mais ils n'ont pas cette régularité qui fait qu'ils peuvent engranger des gros points à chaque course. Peut-être qu'elle fera des très belles courses, des très beaux podiums, peut-être des très beaux mondiaux, par exemple, des très beaux Jeux Olympiques. Mais peut-être que le gros globe, c'est peut-être pas pour elle, en fait. Je sais pas. C'est compliqué à dire, mais c'est vrai que
La saison passée, elle était quand même assez régulière, une grosse partie de la saison. Donc elle m'a laissé penser que si en fait elle pouvait le faire, et j'en étais ravie pour elle, mais c'est vrai que là cette saison on voit que voilà, on voit rien que l'écart entre d'un jour à l'autre entre le sprint et la poursuite, vendredi, samedi. Vendredi c'est fantastique, c'est formidable, et puis samedi patatras, confirmé patatras le dimanche. Donc je sais pas, c'est compliqué à dire. Ouais, ouais, je sais pas. Ouais, après, Justine Brézaboucher est 7ème du général, avec 268 points. Ouais, je l'ai mis première, moi, hein, Tu l'as mis au première? chrono d'avant Ah oui, saison. Hein. Je l'ai comme mis gagnante du général, moi. Hein. c'est vrai que Donc, ouais. Mais après, mathématiquement, hein, Rully, c'est toujours possible, hein, mais bon, c'est vrai que c'est toujours possible. ça ne semble Ouais. pas se diriger vers cette option-là, il faut le dire. Non, mais bon. Après, bon. Mais bon, après, Justine, elle a pas gagné, par exemple, un petit globe de la masse comme ça par surprise. On s'y attendait pas. C'est vrai. Dernière course. Donc des fois, on a des surprises comme ça. On verra. Ouais. Mais là, il va falloir quand même J'espère. un sacré mois de janvier quand même pour se relancer totalement. Ouais, Déjà, ouais. 300 points de retard presque sur Preuss, donc. Comme disait Aurélie, c'est un type de biathlète qui est différent des biathlètes plus réguliers, comme par exemple Franziska Preuss, etc. On aime ou on n'aime pas. Enfin, entre guillemets, elle me fait un petit peu penser un peu au style des miens parfois, où il est capable du meilleur comme du pire. Et c'est aussi des biathlètes qui nous provoquent des émotions que nous provoquent pas d'autres biathlètes qui seraient, on va dire, plus linéaires. Donc ça, après, voilà, c'est la magie aussi du biathlon, mais c'est juste, enfin, c'est vrai que même si on est hyper content quand elle gagne et on est hyper déçu quand elle perd, c'est vrai que même pour elle, à niveau personnel, on se dit que c'est quand même dommage qu'elle mette pas en pratique tout ce qu'elle sait faire et ses qualités, encore une fois, exceptionnelles. Mais bon, après, c'est comme ça. Alors, il y avait deux autres athlètes françaises. Malheureusement pour Sophie Chevaux, la magie n'a pas pris, comme il y a 2 ans, au Grand Bornand, 42e du sprint, 31e de la poursuite et 21e de la mass start. Pour Océane Michelon, après une entame un peu plus difficile avec le sprint, 34e, la suite a quand même été beaucoup plus positive, 11e de la poursuite, 8e de la mass start. Quel est votre avis finalement sur ces deux athlètes sur cette semaine pour elles, Jérémy? Alors, de mon côté, je trouve que Océane Michelon, qui est quand même nouvelle sur la Coupe du Monde, hein, au niveau titulaire, donc je trouve que c'est quand même plutôt méritant, plutôt dans les standards qu'on attend, et même avec des belles performances, notamment sur la poursuite, elle aurait pu même finir mieux. Euh, alors que Sophie, malheureusement, euh, c'est en dessous de, je pense, des attentes qu'elle a déjà pour elle et qu'on les coach. Donc là, c'est compliqué. C'est problème au tir récurrent. Ouais. Euh, je suis plus inquiet pour Sophie que pour Océane. Après, Noroli, Sophie et Océane ne sont pas dans la même partie de leur carrière finalement aussi. Océane, comme disait Jérémy, elle est toute Non. nouvelle. Sophie, elle a sa place depuis quelques années, mais elle doit la garder. Océane, elle fait un très beau, enfin, le sprint, bon, effectivement, mais elle fait quand même un très bon week-end. Elle fait un top 10, un top 8 même. Elle fait une 11e place, non, Ouais. sous la poursuite. C'est quand même, attends, c'est quand même pas donné à tout le monde quand on arrive sur une Coupe du Monde. C'est quand même des belles places et des beaux points. Pour le coup, moi, je trouve qu'Océane, elle repart du grand bout. Elle peut être satisfaite. Je sais pas si elle l'est, mais en tout Et même cas, aussi avec des regrets, hein, parce que sur le sprint, elle fait 3 fautes sur le tir debout. Sur la mass start, Ouais. elle fait aussi 3 fautes sur le premier tir debout. Et avec des temps de ski qui sont vraiment très très bons dans le top 10 à chaque fois. C'est quand même super intéressant quand même ce que nous propose Océane Michelon. Hein. C'est même dommage parce qu'elle fait sur ce week-end 0 faute au coucher sur les 3 courses. Et c'est sur les debout qu'elle craque. Et bon, elle fait sur le sprint, comme tu dis, 3 fautes, sur la mass start aussi. Elle se facilite pas non plus la tâche avec une triple faute, Ouais. quoi. Donc, mais en fait, on sent qu'il lui manque pas grand-chose pour aller chercher encore des places, des meilleures places, des top 10, voire des fleurs. Donc,
il y a du progrès à faire, mais bon, elle a le même âge que Jeanne Richard, elles ont toutes les deux, elles ont mon âge, elles ont 22 ans. Moi, je tire pas comme ça, je peux vous dire, alors que j'ai le même âge qu'elle, bon après, normal, mais j'ai jamais tiré d'ailleurs, mais T'as combien non, d'années d'expérience en biathlon je suis à 0 là pour l'instant. Ah oui, c'est peut-être pour ça alors. Hein. Ça aussi, j'ai déjà fait en classe de neige une fois en CM2, j'ai fait un tir, mais je me rappelle plus, si tu veux, de. Ouais, d'accord. J'avais pas Juste le un coach tir. de tir à côté qui me montrait les impacts des balles. Donc, je peux pas te dire, mais non, enfin, on Elles sent étaient que. toutes dans le coucher, il paraît. Mais on sent que c'est deux jeunes biathlètes qui sont sympas, qui ramènent aussi qui ramènent de la bonne humeur, qui ramènent une bonne ambiance aussi dans l'équipe. Donc c'est cool qu'elle soit là et puis elle performe. Donc en plus c'est quand même une double bonne nouvelle qu'elle soit là. Donc non, ouais, Océane Michelon a pour moi, comme Jérémy le disait, a été quand même plus en vue que Sophie, qui malgré une bonne étape à Orphilsen, bah là au Grand Beau, ça n'a pas ça n'a pas marché comme elle l'aurait espéré. Donc ouais, c'est dommage, mais Océane en tout cas a vraiment de très bonnes choses. Océane Michelon qui est 5e française au général, qui est 12e, Sophie Chauveau 26e. On sait les résultats sur l'IBU Cup, avec Paula Beauté qui fait des podiums quasiment chaque course, qui est première du classement. Est-ce que ce serait risqué de dire qu'on n'est pas Sophie Chauveau à Oberhof? C'est compliqué hein, parce que elle a performé à Orphilsen, on l'avait souligné. Euh, donc, je sais pas, est-ce qu'ils vont considérer que c'est une pression du public, que c'est un mauvais week-end, etc., et qu'il faut lui donner encore une chance sur les étapes allemandes? Ou est-ce qu'ils font tout de suite la bascule? Je sais pas, ils sont plus conservateurs que les Norvégiens en termes de montée-descente, globalement. Il y a moins de turnover. Donc, je sais pas, ce serait mérité pour Paula Beauté, hein, qui vraiment réussit très bien, mais je pense qu'ils ont quand même à cœur de garder, elle fait partie du relais titulaire pour l'instant, donc euh, je, je pense pas que ce soit déjà écrit, cette histoire, je sais pas. Vous en pensez quoi, Mila et Jérémy et Aurélie? Bah, un peu pareil. Ouais, c'est compliqué à dire parce que je trouve qu'elle a quand même un peu un statut quand même dans l'équipe de France, mais Mm. c'est vrai qu'après, c'est compliqué aussi de la garder si elle continue sur cette lignée-là quand ça pousse derrière. Donc je sais pas. Je pense que les relais peuvent la sauver quand même. Ouais, si elle performe sur les relais, ça peut peut-être jouer en sa faveur. Mais bon, finalement, c'est vrai que même à Cantio, bon, même c'était le début de saison, c'était pas fou non plus, quoi. Enfin, en fait, mis à part sa deuxième place à Orphilsen, bah, elle fait pas des bons résultats sur chacune des courses. Donc, comme disait Aurélie, ouais, c'est vrai qu'elle a un peu un statut quand même, Sophie. Enfin, elle est quand même installée dans cette équipe. Elle a sa place dans le relais et puis bah c'est vrai que c'est difficile à dire qui t'enlève. Est-ce que t'enlèves bah Océane Michelon? Bah non, parce que finalement elle prend sa chance, elle fait ce qu'il faut. Jeanne, bah on vient d'en parler évidemment que non. Donc ouais, c'est difficile à dire. Ouais, pour Sophie, hein, donc sa meilleure performance c'est une 2e place. Après c'est la 11e place sur la poursuite de Orphilsen. Et ensuite c'est la 21e place sur la Mastart de dimanche au Grand Bornand. Donc c'est vrai que de toute façon il n'y a pas à comparer par rapport aux autres athlètes parce que Sophie a les moins bons résultats d'ensemble, même si elle a un podium, ça faut pas l'oublier. Mais après le général parle pour lui-même, comme il parlait pour Gianni Igona finalement aussi, la descente de Jeanne en DBU Cup et sa non-présence au Grand Bornand. Mais en tout cas, je pense qu'on est d'accord pour dire que si Sophie descend, ce serait évidemment triste, mais pas non plus un scandale au vu de ses performances mitigées en Coupe du Monde et aussi des performances de Paula Beauté en IBU Cup qui sont vraiment assez exceptionnelles aussi. Donc on verra ça d'ici Ouais, quelques mais jours. il faudra voir aussi, pardon, mais est-ce que Paula a envie de faire une saison pleine sur l'IBU Cup, peut-être remporter le Je ne général de l'IBU Cup et s'installer pour l'an prochain? C'est aussi une question de son envie à elle, Je ne tu pense pas. vois. Je pense que chaque athlète a envie d'aller sur la Coupe du Monde. C'est l'objectif de toutes les athlètes. Hein. Après, si elle ne monte Non, pas mais en c'est une janvier, construction de carrière. Ouais, si elle monte pas en ouais. janvier, pourquoi pas. Mais là, l'objectif de toute façon de Paula, c'est de faire des super résultats en IBU Cup pour monter en Coupe du Monde. Après, le général en IBU Cup vient toujours selon les points marqués en début de saison et après, on se prend en jeu.
Mais pour Paula, forcément, l'objectif était quand même de se montrer comme Camille Benet et Chloé Chevalier, qui sont 2e et 3e aussi au classement IBU Cup. Donc, pour vous dire qu'il y a même du monde qui tape au carreau en IBU Cup. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que pour Sophie Chauveau, ça commence à être assez compliqué. On verra d'ici quelques jours la sélection pour Oberhof. Bien, pour les Françaises, on va parler alors on en a déjà parlé un peu, mais de Preuss, qui a réalisé une première partie de saison canon, j'ai envie de dire, 2 victoires, mais elle n'a jamais quitté le top 5 de l'ensemble de l'hiver. Apparemment, elle était amoindrie au Grand Bornand. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ouais. Ouais, bon. Ouais, Moi, je sais pas. je soupçonne un traquenard. Je l'ai vu tousser, c'est vrai. Je l'ai vu tousser 1 ou 2 fois, mais sinon. Le cache-cou, c'était. Ouais, c'était ça avait du l'air d'aller, hein. Ouais, mais en tout cas, elle compte 194 points d'avance sur Elvire Roberg désormais, qui est 2e au général, soit plus de 2 victoires d'avance. Est-ce que pour vous, elle a tué le game, l'Allemande, au général? Oh bah, elle commence en tout cas. Hein. Ouais. Puis elle a bien été aidée là au Grand Beau par Elvira et Lou qui n'ont pas fait une super étape. Ouais. Mais en fait, ce qui est impressionnant avec elle, moi, j'arrive pas à me dire qu'elle a gagné que 3 fois dans sa carrière. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai un effet un peu dans mon imaginaire, elle a gagné plus de fois que ça et en fait, elle a gagné que 3 fois, dont 2 fois cette année. Ça paraît pas tant que ça par rapport à ce qu'on voit. On la voit tout le temps en fait. Elle est là Dans depuis toutes les longtemps. courses, elle est là. Ouais. Ben, c'est ça. Mais en fait, elle est hyper régulière. Et alors, c'est pas la biathlète la plus impressionnante à voir sur la piste. Enfin, en tout cas, on l'a vu pendant la Mastart, elle avait une stratégie un peu de se cacher parmi toutes les filles qui étaient dans le groupe de poursuivantes. Et au final, ça paye parce qu'elle est tellement sûre de son tir qu'elle se contente de ça et elle se crame pas sur la piste. Et après, hop, elle fait le coup du grisou à chaque course et elle ressort en tête. Et c'est très bien joué, même si c'est pas encore une fois très spectaculaire. Ouais. Bah, au final, ça marche et elle enchaîne les podiums et les fleurs. Donc, non, bravo à elle, franchement, il n'y a rien à dire, je pense. J'ose la comparaison, ce serait pas un peu une Lisa Vitozzi bis, finalement, Franziska Preuss. Imperturbable derrière la carabine, hyper solide. Sur les skis, c'est pas forcément la meilleure, mais qui a des très bons temps de ski. Qui est pas forcément une athlète champagne, j'ai envie de dire, un peu à l'image Jacqueline ou Julia Simon. Mais c'est carré, c'est droit, ça déborde pas. Ouais, c'est un peu le même profil. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est un petit peu le même profil. C'est un petit peu, moi j'appelle ça l'eau tiède. C'est pas dévalorisant, mais c'est vrai que contrairement à on en parlait tout à l'heure, à des Justine à des Justine ou Emilien ou autres qui nous provoquent des grosses émotions. Là pas trop. Alors peut-être parce qu'elle est allemande, je sais pas, mais elle est solide, elle fait des belles courses, elle a assuré ses tirs. Mais c'est pas foufou, quoi. On n'est pas foufou. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Non. Mais même quand elle fête sa victoire, c'est pas champagne non plus. Hein. Mais Ouais, c'est l'eau les tiède. Allemands, je vous l'ai dit, je vous l'ai toujours dit. Ouais, Jérémy, toi. Mais Après, entre à l'époque de Franziska Laura Preuss Dalmayer, c'était un peu Là, c'était plus. autre chose. C'était autre chose. Elle avait un charisme. Là, ce qu'on souligne, c'est son manque de charisme. Oui, c'est ça, en mais fait. sinon, elle a beaucoup de. De mal, moi, je parlais forte. juste simplement de la biathlète en elle-même, enfin, de son style de biathlon. Hein, Non, mais c'est important. Et ça reste quand même des personnalités publiques aussi, hein, à côté du sport. Oui. Après, on leur demande pas On non doit- plus de faire des célébrations à la Emilia Jacquelin. Non, mais sans aller jusque-là, c'est pas des courses marquantes, on va dire. C'est pas des victoires Ouais. marquantes, je sais pas comment Ça expliquer. manque En fait, de magie, quoi. De... Ouais, Oui, voilà, c'est ça. de Ça manque de caractère, quoi. folie. Hmm. Ouais, de Ouais. caractère, voilà, de personnalité. Alors après, comme tu dis, c'est propre, c'est carré. Et ça, en soi, c'est déjà, c'est déjà une Bonne chose. performance en soi, Ouais. hein, d'arriver à faire des courses comme ça. Bien sûr. C'est pas facile, hein. Je pense que sur le pas de tir, je suis pas sûre qu'elle était sereine, hein, Francesca, mais elle s'est pas laissée démonter, elle l'a fait. Mais ça, je sais pas, il manque comme téléspectateur, voilà, comme fan de biathlon qui regarde la course, il manque un petit peu de magie. Ouais. Après, je pense que Et même encore, je pense que les Allemands s'en moquent un peu hein, de ça. Ils sont très heureux de voir leur athlète Sûrement. oui, Sûrement. gagner. tu l'as comparé un peu avec Vitozzi. Même Vitozzi, je trouve encore, il y a
encore un peu ce truc parce que Vitozzi, il y a quand même une époque au niveau du tir. Moi, tu me demandais de choisir entre Vitozzi et Preuss pour tirer. Je prenais pas Vitozzi, hein, désolé, mais Oui, c'était. je parle de C'était encore. Vitozzi. Elle a connu un trou d'air, Mais Vitozzi, hein, mais sinon, c'est quand même été. Vitozzi, il y a un peu un côté. Elle dégage aussi quelque chose. Enfin, quand elle est sur les podiums, enfin, moi, j'ai des images d'elle qui saute. Enfin, tu vois, qui est quand même. Qui dégage quelque chose de plus enfin pas vivant, mais je sais pas comment expliquer, mais ouais, ça me fait un peu plus moi kiffer en tant que spectatrice que Preuss. Mais après oui, il faut saluer la régularité de Preuss qui est impressionnante. Ouais. En tout cas, je sens que vous êtes très très heureux de cette première place de Francisca Preuss. Non, j'ai rien contre elle. Mais c'est une petite souris grise, quoi. Voilà. Mais solide. Elle fait pas de bruit, mais au moins elle performe et elle surperforme. Mais ça marche. Ça marche. Céline Grossion a l'air un peu plus. Après, c'est peut-être la fougue de la jeunesse, on va dire, mais a l'air déjà un peu plus. Je sais pas. Elle dégage un truc un peu. Elle a l'air d'être un peu plus enthousiaste. Je suis d'accord, ouais. Après, c'est peut-être parce qu'elle a gagné aujourd'hui, ça aide peut-être aussi, mais. Oui, je pense aussi. Ouais. Mais d'ailleurs, ce début de saison des Allemandes, alors on vantait quand même pas mal, faut le dire, le collectif français. Alors sur la Mastart, elles étaient que 2, avec le forfait de Voigt et de Teinheimer. On a fait un doublé. Sinon, Voigt, c'est quand même très fort aussi. Teinheimer, c'est une sacrée début de saison aussi. Ouais, bah ce début des Allemandes, ça rivalise très très bien avec celui des Françaises, hein. Bah, c'est un peu bête parce que les Allemandes, là, elles font ce qu'on avait pronostiqué pour les Françaises, en fait. Donc, alors c'est super pour l'Allemagne, on le dit à chaque fois, c'est super pour le biathlon, hein, que l'Allemagne performe. Mais en tant que Français, c'est un petit peu rageant parce que, ouais, je nous voyais à leur place. Voilà. Et puis, moi, sur la course, c'était la poursuite hier. En fait, sur ce genre de course qui est un peu frustrant, bon là, c'est à l'avantage des Allemandes, ça aurait pu être à l'avantage de n'importe qui, mais en fait, il y a des biathlètes que tu vois pas pendant toute la course, et au dernier tir, elles sortent de nulle part, il suffit que celle de devant rate, et puis là, t'as une Vanessa Voigt, bon, tu l'as pas vue de la course, tu sais pas ce qu'elle a fait depuis 4 tours, et elle fait un tir parfait, elle se place sur le podium, et c'est bien, mais c'est vrai que c'est un peu rageant, quoi. Donc, bon. Après, Julia Simon a aussi fait des courses comme ça, hein. Des fois, elle était loin dans les poursuites et sur le dernier tir, tout le monde partait de la faute sauf elle et oui, mais elle est française, donc on je sens tout ce chauvinisme sur cet épisode-là et ce manque de respect pour les Allemands. Franchement, je suis un peu déçu. J'avoue que je vous sentais quand même un peu plus respectueux quand même envers nos amis d'outre-Rhin. Et non, c'est de bonne guerre quand même. Mais après, ils se privent pas hein, sur biathlon sous internet, leur podcast à eux. Ils se privent pas non plus, hein, t'inquiète pas. Non, bah ils ont bien raison. Hein. Est-ce qu'on s'est privé les dernières années avec nos Français et nos Françaises, hein. Non. Voilà, donc ils ont bien raison et tu vois et bon, on a beau avoir fait du bruit sur le tir de Preuss sur la poursuite, hein. Voilà, elle a bien répondu finalement. Bon, il y a eu une petite polémique sur ça, on va pas partir sur ça. Bien tapé le chèque, mais bon, voilà. Bref, c'est pas bien grave. Surtout qu'en plus Preuss, ça l'a pas perturbé, donc finalement, elle a eu le dernier mot. Donc ouais, super début de saison des Allemandes, hein, de ce côté-là. Grosso modo, ouais, globalement, ce début de saison, vous en pensez quoi de cette saison féminine là comment vous pouvez les qualifier? Ouvert quand même, hein. Bon, il y a Preuss, mais on voit des nouvelles têtes qui font des podiums. Il y a quand même, il me manque Lisa Vitozzi, Tendrevolt, Anna Heuberg n'était pas là. Davidova aussi qui n'était pas là. Davidova n'était pas là. Et donc, ça permet aussi à des nouvelles biathlètes de se mettre en évidence. Donc, les Allemandes, on en parlait, mais aussi d'autres. Eda Alvarsson pour la Suède. Suivi Minkinen, on la connaissait pas bien. Elle est 6e du général. Incroyable. Donc ça, voilà, il y a des biathlètes opportunistes qui prennent des places. Et donc, ce petit vent de fraîcheur est quand même sympa. Moi, je trouve ça sympa qu'il y ait plus de nations qui gagnent. Lampitch qui fait un podium aussi. Ouais. C'est le monde à l'envers, Aurélie. Alors moi, je le trouve complètement improbable ce début de saison féminine, mais c'est surtout parce qu'il manque quand même beaucoup des grands noms pour des raisons
diverses et variées, enfin surtout des raisons de santé. Donc c'est vrai que tu m'aurais donné ce classement général là en début de saison, avant qu'on sache que Vitozzi sera pas là, avant tout ça. Je t'aurais dit mais t'es fou. Mais en fait ouais, et donc ça reste curieux. Donc c'est vrai que après c'est aussi à relativiser ce classement. Il manque aussi les plus grandes biathlètes de la saison passée en fait. Enfin, si on enlève Julia, Justine, qui elles performent moins bien aussi que ce qu'on pouvait attendre la saison passée. Donc ça donne pour le moment un classement provisoire assez curieux. Mais je suis assez d'accord avec Jérémy aussi. C'est chouette aussi d'avoir des nouveaux noms, d'avoir plus de nations. Et ça. Ouais. Ouais, vas-y, Mila. Ouais, non, je vais dire une phrase que je pensais jamais dire de ma vie, mais j'ai un peu la Norvège me manque un petit peu en fait, j'ai l'impression chez ces filles. En fait, non mais c'est vrai, sur ces dernières années, on était quand même habitués. Bon, chez les gars, voilà, on en parlera, mais nomination extrême, mais il y avait quand même Ekoff, Reuseland, et puis ensuite Ingrid qui a pris le relais. Et le fait qu'elle soit pas là, c'est une biathlète quand même qui, je pense, qui est appréciée de tous ou quasi, enfin, qui dégage vraiment quelque chose de sympa. Et le fait qu'elle soit pas là, en plus pour des raisons de santé, c'est dommage. Alors c'est pas la seule à pas être là, comme vous l'avez dit, il manque quand même pas mal de gros noms, mais à part les Allemandes et les Français, je trouve que c'est vraiment les deux seules nations qui arrivent à avoir vraiment un collectif plutôt compact. Sinon, c'est très dense et c'est bien. Et en même temps, bah voilà, il y a des biathlètes qu'on apprécie qui nous manquent un peu. Donc, c'est sympa quand même de voir aussi des nouvelles biathlètes performer, celles qu'on n'attendait pas forcément. Donc, ouais. Ça peut être intéressant en janvier si la plupart de ces athlètes qui n'étaient pas là pour la première partie de saison reviennent. Comment ça va bouleverser les performances? Est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'elles sont en forme? Ça, je ne sais pas, mais on va voir un peu ce classement quand si Lisa revient en janvier, si Ingrid revient en janvier, si Anna Heuberg revient en janvier. Enfin, ça peut être vachement intéressant en fait. Et comme tu disais tout à l'heure, Romain, ça peut aller très vite aussi au classement. Hein. Il suffit d'un mauvais week-end ou d'un très bon week-end pour bousculer Ne les serait-ce places. ne serait-ce que les Suédoises. Hein. Enfin là, on en a quasiment pas parlé sur ce week-end-là parce qu'elles ont pas vraiment performé. Mais quand elles sont 3-4 à être au top, même au niveau des relais, c'est avec les Allemandes pour moi l'équipe la plus dangereuse pour les Françaises. Donc c'est vrai qu'on verra ce que ça donne à la rentrée, quoi. D'ailleurs, parlant des Norvégiennes, Mila, on va quand même donner. Tu vas être contente, on va en parler un petit peu. Aurélie, on a des nouvelles de Tendrevold qui a été opérée du cœur la semaine du Grand Pendant. Hein. Oui, elle s'est fait opérer mercredi dernier pour. Alors, ce qu'elle a au cœur, elle le dit, c'est pas dangereux. Si elle n'avait pas été athlète de grand niveau, de haut niveau, elle se serait pas fait opérer. C'est quelque chose qu'on vit avec très bien. Mais elle, ça la gêne en course. Et donc, elle s'est fait enlever, si j'ai bien compris, un canal en fait qu'elle a en trop au niveau du cœur, qui fait qu'en fait, elle dit que c'est comme un CD rayé en fait, qui fait que parfois le cœur perd son rythme et reste en mode répétition en fait sur le même rythme, qui est un faux rythme en fait. Et donc, elle espère revenir en janvier et elle espère que du coup ça ira mieux, qu'elle sera guérie de ce problème-là. Ok, donc il y a des possibilités quand même qu'on puisse la retrouver à Oberhof d'ici quelques jours. Bah oui, elle espère en tout. Enfin, elle a dit je serai probablement de retour en janvier. Et déjà, on aura peut-être une première indication pour le show de Schalke, là où elle est invitée. Donc déjà, si elle y est, bon, que ça sent quand même plutôt bon pour Ingrid Tendrevold. Mais après, bon, peut-être qu'aussi elle voudra son chèque du côté de oui. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Elle peut venir faire de la figuration, hein. Elle peut venir et puis faire un petit tour tranquille. Alors, pour finir, je vais vous demander vos performances et contre-performances. Jérémy, c'est lesquelles, toi? Alors, moi, j'ai mis en premier, évidemment, Selina Grossian. J'en ai déjà parlé sur la Mastart. Moi, je lui prédis un très bel avenir. Et en contre-performance,
Lena Eki, dont on attendait quand même beaucoup après la saison dernière, qui est que 21e du général et qui fait pas de performance très marquante et qui est un peu en retrait sur les skis. Donc voilà, la Suissesse un peu déçue. Mila. Alors, moi, sur la performance, je vais dire Lampic. Parce que quand on voit les résultats qu'elle a fait cette saison, pour l'instant, mis à part une 8e place sur le sprint d'Orphilsen, on se dit qu'un podium sur un sprint, c'est quand même assez fou pour elle. Après, on se dit que c'est peut-être le format où elle a plus de chances de faire un podium, quand même. Oui, bien sûr, mais ça reste quand même une sacrée perf avec quand même avec quand même 2 erreurs, donc elle est quand même à 8 sur 10, donc ça veut bien dire que, alors après on sait qu'elle vient du ski de fond, donc forcément sur les skis ça marche bien. Après avec Nilsson, on a vu que ça ne faisait pas tout. Quoique ça ne marche pas pour tout le monde, mais vous avez aimé cette expression, donc elle qui tire souvent les pigeons ou les lapins, pour le coup. Voilà, je regarde à Consularty sur l'individuel, elle avait fini 92e. Elle avait fait, alors attendez, 10 erreurs. C'est quand même pas mal. Et puis même là, sur la Mastart, elle en fait je ne sais combien, au moins 10 aussi, voilà. Donc non, un podium quand même. Ouais, mais heureusement, elle dit donc, parce que le jour où elle arrive à mettre les balles, si elle y arrive un jour, elle va faire mal, hein. C'est ça, c'est qu'elle est ultra rapide, donc je pense qu'on peut considérer que c'est quand même une belle performance de sa part. Ah oui. Après, pour ma contre-performance, un mot quand même sur Elvira Heuberg, qui, alors certes, c'est bien rattrapé sur la poursuite puisqu'elle est 6e en étant partie 32e, mais bon, 32e sur un sprint, pour celle qui est donc la dauphine de Franziska Preuss, Elvira, là, elle nous a quand même un peu montré qu'elle était encore une fois capable du meilleur comme du pire, un peu comme Justine. Elles ont souvent ski ensemble d'ailleurs pendant ce week-end. Donc c'est assez fou de l'avoir aussi craqué comme ça sur des courses à 2 ou 4 tirs, quoi. Ouais, elle reste sur 2 sprints avec 4 fautes. Elvira Heuberg. Aurélie. J'ai la même contre-perf, Elvira, pour les mêmes raisons. Et puis comme perf, je voulais dire Jeanne quand même, mais bon, on en a déjà parlé, donc je vais dire plutôt Maren Kirkeide, qui s'est retrouvée, vu la défection de Knuten, en tête de lead finalement de l'équipe norvégienne, et qui s'en sort pas si mal que ça, qui fait une 5e place, je crois, à la poursuite, si je me trompe pas. Alors que ça doit pas être facile, hein. Pareil, elle aussi, elle est toute jeune, elle arrive comme ça en Coupe du Monde, et d'un seul coup, elle se retrouve en tête d'équipe. Donc voilà. Ouais, 21 ans, Kirkeide. Donc c'est vrai que qui a pris le lead de Knuten, qui avait pris le lead de Thunderbolt. C'est sympa en Norvège en ce moment. Après, moi, j'ai noté, il y a la 4e place de Yulia Zima, ukrainienne, sur le sprint. C'était quand même une belle performance, je trouvais. Kamila Zouk, 8e aussi. Ça fait 4 ans qu'on l'avait pas vu dans un top 10 sur le sprint. Sinon, Ren Thaler aussi, premier top 10 en Coupe du Monde, si je dis pas de bêtises, 9e. Donc l'italienne. Et aussi Venla Lettonen, la finlandaise, 7e de la poursuite. Donc on voit quand même pas mal de Finlande en ce début de saison chez les femmes, avec aussi Minkinen. Ça fait partie des belles surprises ce début d'hiver. Donc voilà pour mes tops. Et en contre-perf? En contre-perf, j'avais, comme vous, finalement, j'avais aussi les Nike Gross aussi, qui je trouve est un peu décevante sur ce début d'hiver. Bien, maintenant on va passer aux hommes, à l'équipe de France masculine. Alors pour les Bleus, il y a un podium, mais c'est un double podium avec la 2e place d'Éric Perrault et la 3e d'Emilia Jacquelin. Finalement, c'est ce que vous retenez de ce week-end au Grand Beau, les hommes de Simon Fourcade? Oui. Moi, c'est la course que j'ai donnée comme étant la course du week-end. Donc, oui. Bon, après, pas forcément grand-chose à dire. Ouais. C'était une belle course. Je sais pas si peut-être le mot est fort, mais est-ce que ça sauve le week-end où on pouvait s'attendre à plus, peut-être, finalement, des Français après ce qu'on avait vu Ouais, moi, personnellement, j'en attendais mieux, surtout de la part d'Emilien Jacquelin. Après, voilà, il a un peu galéré au niveau du tir, surtout sur la Mastart. Après, voilà,
ça sauve un peu les meubles, on va dire, et puis ça reste quand même un double podium. Bon, c'est encore une fois derrière Johannes, donc ça a toujours un peu un goût un peu particulier, même si bon, lui, il est quand même un peu chez lui hein, quand il est au Grand Beau. Mais Eric, plutôt, enfin très belle course, hein, 20 sur 20 quand même. Faut le dire, c'est le seul dans le top 10 à avoir fait le 20 sur 20. Donc non, c'est une belle course. Il n'y avait pas grand-chose à aller chercher de plus, honnêtement, vu la course de Johannes qui tire à 19 et qui est quand même un peu intouchable. Donc ça reste une très belle perf, quoi. Oui, moi aussi, c'est ce que je retiens parce que j'ai envie de commencer Noël en retenant le positif. La poursuite était quand même fantastique d'un point de vue français. Certes, Johannes est premier, mais un double podium, ça se bouge jamais. Et puis ils avaient l'air heureux, ils avaient l'air contents. Pour l'anecdote, parce que ça m'a fait rire quand il l'a dit, Emilien à la télé norvégienne est venu dire après que oui, bon, ok, il a gagné à la maison, mais pour lui c'était un podium comme un autre. En fait, il avait juste fait ça pour le public, en fait, pour faire plaisir au public. Alors même les présentateurs l'ont pas cru, hein. Ils m'ont dit ah, mais quand même à la maison. Et non, c'est pour eux que je fais ça. C'est dommage qu'il ait pas voulu faire ça pour la Mastart non plus, mais bon, ça reste quand même chouette, quoi. Voilà. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que Eric, il a dit qu'il pensait presque être premier. Enfin, il était tellement dans sa course avec son 20 sur 20 qu'il n'avait pas forcément vu que Jojo était devant. Et ça, je trouve ça beau. On voit qu'il était vraiment pleinement impliqué. 20 sur 20, c'est quand même très rare sur les courses à confrontation directe. Avec cette Voilà, pression en moi, je plus, retiens hein, surtout ça. Ouais, devant son public. ouais, ouais, ouais. Ouais, donc ça, c'était vraiment magnifique. Après, là, c'est la Mastart. En fait, comme on finit sur les Mastart, elles étaient un peu décevantes. Euh, enfin, surtout chez les hommes, ça nous laisse ce petit goût-là, mais ça reste quand même une belle étape. On se rappelle de l'an dernier, c'était, c'était beaucoup moins bien le début de saison des Français, donc on va pas bouder. Voilà, moi je boude pas leur début de saison avec, on a les troisième, quatrième place, huitième place, dixième place. C'est costaud quand même. Oui, après, Au général, ouais, Au général, ouais. ouais. Puis finalement, si on regarde les courses, hein, surtout le sprint et la poursuite, en fait, Eric et Emilien font 7 et 8 sur le sprint. Bah, par rapport à ce qu'on avait dit justement en démarrant cette saison avant Consolarty, c'était un peu les deux de l'équipe de France qu'on attendait. C'est ceux qu'on retrouve quand même plutôt devant sur le sprint et évidemment sur la poursuite. Donc même si la Mastart est ratée, hein, concrètement du côté français, parce que aussi il y a les Norvégiens, l'armada norvégienne qui laisse rien. Bah ils font tous les deux top 10 dont un podium chacun. Ça reste correct, même si on espérait une dernière course un peu plus, un peu meilleure pour eux, quoi. d'ailleurs, Emilien Jacquelin a Ouais. fêté ses 200 départs en Coupe du Monde au Grand Bornand. Voilà, juste pour la petite anecdote. Ouais, mais c'est juste Ouais. une étape comme une autre. C'est vrai, oui, il n'aura pas Peut-être fêté. une technique pour s'enlever une pression particulière. C'est vrai. Par contre, moi, ce qui me plaît chez Emilien aussi, c'est on le voyait enflammer le public aussi, hein. Il Ouais, dansait le public avant le Ouais. départ de course, à l'arrivée. Enfin, on le voit, c'est un showman quand même. bah oui. Et c'est ça qui est chouette aussi dans le sport. Mm. En tout cas, on est sur la continuité, si on peut dire, de la dernière saison, de fin de saison dernière, hein, avec Emilien Jacquelin et Eric Pirot qui sortent du lot du côté de l'équipe de France, qui Ouais. apportent la majorité des podiums des Bleus. Et voilà, ça se voit sur le classement général. Hein. Troisième Emilien Jacquelin, quatrième Eric Perrault. Sont les deux grandes satisfactions de l'équipe de France en ce début d'hiver. Et Eric Perrault, oui, qui a fait un super week-end, hein, très solide derrière la carabine. Hein. On voit qu'Eric Perrault a quand même passé un cap au niveau du tir. Hein. Je vois ses stats, hein, 10% de mieux en une saison. Il était à 82% l'an dernier. Là, il a 92% de réussite au tir. C'est énorme. Et Ouais. il est à 95% au debout. Donc il tient mieux au debout qu'au couché, Ouais, ce qui est quand même assez rare, on va dire. La majorité des biathlètes tient mieux au couché. Donc il y a clairement des progrès du côté d'Eric et ça se lit au niveau des résultats. Après, il en manque un peu encore au niveau du ski qui lui permet d'avoir cette marge d'erreur qu'il pourrait avoir sur le pas de tir. Là, il n'a pas le droit à la marge d'erreur finalement. Eric, une faute ou deux, ça le fait quand même reculer. Là, il se doit d'être quasiment parfait à chaque course. Pour le moment, ça marche. Il fait quand même des résultats très réguliers.
Mais voilà, il manque ce petit truc, cette petite étincelle qui pourrait se dire où voilà, il pourrait avoir cette marge de sécurité au tir, il ne l'a pas encore, mais en tout cas, les résultats sont qu'il est 4e du général actuellement et avec de très très beaux résultats. Et donc Emilien Jacquelin et donc Eric Perrault sont les deux grandes forces françaises de ce début d'hiver chez les hommes. Malheureusement pour Quentin Fillon-Maillet, c'est pas ça. Alors bon, il est quand même dans le top 10 du général, un 10e tout juste. Mais bon, bah c'est des courses qui se répètent hein, pour Quentin, avec des, bah, on le disait avec par rapport à Justine, hein, un tir couché toujours très compliqué. Alors il avait fait un sprint plutôt positif, 10e avec un 9 sur 10 au tir. Là malheureusement c'est au niveau de la glisse où ça n'a pas forcément fonctionné du côté même de l'équipe de France en général. Mais sinon après sur la poursuite, 24e avec 7 fautes, 18e sur la mass start avec 5 erreurs. Ça s'arrête pas en fait malheureusement pour Quentin. Hein. Non, non, non. Et puis, j'ai encore vu qu'à un moment, il a failli tomber. Enfin, il joue de malchance. Et puis, là, il a plus la forme d'il y a 2 ans, en fait. Et en fait, je me demande maintenant si on va retrouver. Enfin, voilà, si c'est on va à un moment retrouver cette forme-là. Donc, On avait espoir quand même en début de je saison suis un- qu'il y avait quand même qu'il se passe quelque chose avec Quentin là. Ouais. Bah, il y a eu un peu de mieux, Ouais. mais on sent que voilà, il en manque quand même physiquement, hein. Mm. Et le problème, Aurélie, c'est qu'en plus, il n'arrive pas à expliquer pourquoi. Enfin, il n'arrive pas à comprendre ses problèmes sur le tir, quoi. En plus, c'est ça le souci. Hein. Bah ouais, puis ça commence à durer maintenant. Et c'est vrai que, comme tu dis, enfin, moi, il m'avait comme donné espoir quand c'était quoi? C'était une Mastart, non? Qu'il avait, Mhm. non, une deuxième place à une Mastart. Deuxième, ouais. Ouais, là, je m'étais dit, ah ouais, chouette, il est revenu aux affaires, mais en fait, même s'il avait fait beaucoup de fautes aussi, il me semble, hein, c'était quand même pas une Mastart 3 fautes. parfaite, on va dire. 17 Ouais, sur 3 20. fautes, ouais, voilà. Mais c'est vrai que visiblement, il est quand même en galère. Alors, je pense qu'il est aussi, lui, j'en parlais, je crois, que c'était le week-end dernier, dans une spirale négative sur le tir. Je pense que lui, c'est pareil. Je pense qu'il il lui manque des belles courses, il lui manque des beaux résultats enfin, des beaux tirs, en fait. Et au-delà même du résultat, juste de faire des belles performances. Même s'il a peut-être pas les jambes sur la piste, n'importe, mais qu'il fasse des tirs assez propres pour reprendre un peu la confiance. Il l'a fait en relais, mais visiblement, ça suffit pas. Et moi, je trouve que c'est triste, quoi. C'est juste, Ah, ouais. c'est ça qui est terrible, c'est qu'on Il me sent fait que de le la peine, en potentiel fait. est là. Enfin, on sait qu'il sait faire. On l'a Ouais. dit la semaine dernière, hein, mais on se répète. Hein, et qu'il sait faire. On l'a déjà vu nombreuses fois, notamment une année, hein, forcément. Mais ça décolle pas. Enfin, il y a un truc qui bloque et c'est hyper frustrant déjà pour nous. Alors pour lui, je vous raconte pas. Je pense qu'il doit bouillir en. C'est ça. Non, mais moi, je déteste enfoncer Ouais. les gens pour qui ça se passe pas bien, mais c'est juste qu'on l'a tellement connu euh, au sommet que ça fait un peu de peine de le voir faire 2 fautes dès le premier coucher, puis encore des fautes. Enfin, c'est plutôt ça, c'est que voilà, c'est un peu frustrant pour tout le monde et voilà. Mais justement, il peut que nous surprendre là en 2025. Mm. Après, bon, on espère qu'il pourra faire un bon mois de janvier justement après pour reprendre de la confiance en vue des mondiaux de Lanzarote qui Ouais. sera maintenant son Après, l'objectif. Hein. Oui, oui. il est plus tout jeune non plus, Quentin. Mm. Il a quel âge? Il a Il a 32 ans. 32? 32, ouais. Ouais, donc, enfin, je veux dire, il a pas non plus 50 saisons devant lui pour régler la mire. Mais on peut gagner J'espère à pour lui que ça va 36 ans, arriver Aurélie, rapidement. hein. On peut gagner à 36 ans, c'est vrai. C'est vrai. Je vois pas de qui tu parles, Jérémy. Mais non, c'est vrai que pour Quentin, c'est un peu un cercle infernal qui ne s'arrête pas depuis quand même pas mal de courses. Il y a eu cette Mastart à Concholarty, mais c'est vrai que depuis 3 ans, c'est assez compliqué pour le Jurassien. Donc on espère que 2025 sera mieux pour lui. Il y avait 3 autres Français engagés au Grand Bornand. Il y avait Antonin Guigona, Fabien Claude, Emilien Claude. Fabien, bon, j'ai volé ta réponse, Jérémy. Jérémy, tu voulais parler de Fabien. Eh ben oui, tout à fait. Non, Fabien qui bat le meilleur français sur la Mastart, 8e.
Et, mais il y a toujours une ou deux balles en trop pour faire un podium ou quelque chose d'encore mieux. Mais je trouve qu'il est quand même euh, est plutôt solide et Ouais. 8e et du je sais pas, général. le fait qu'il y ait ces deux frères, on s'attache quand même à cette fratrie, Claude, et on est content qu'il soit là. Je trouve que lui, il se paye pas de mots, hein. C'est pas un Samuelson. En tout cas, non, mais C'est il est vrai. très humble, il est assez modeste dans ce qu'il fait. Il essaie de faire le mieux possible, Ouais. ce sera peut-être pas le biathlète d'exception. Ouais. Bah, Voilà, il est huitième, il est peut-être à son niveau, voilà, top 10 du général, c'est quand même pas mal. Hmm. Toi, Aurélie, je suis sûr que tu as envie de parler d'Antonin. Oui, j'ai envie de parler d'Antonin parce que moi, je suis contente qu'il soit là. Après, bon, le week-end était pas foufou. Il est quand même bien remonté à la poursuite, donc ça fait plaisir aussi. C'est dommage aussi qu'il ait fait quelques fautes parce il aurait pu quand même grappiller quelques places. Donc il a quand même fait un beau comeback pour la poursuite, ça reste positif. Et puis c'était chouette qu'il participe à la Mastart. Mais bon, bon, ouais, non. Voilà. Je suis contente qu'il soit là, mais j'aimerais qu'il fasse mieux pour lui. Bah, t'avais demandé à Tardieu de faire mieux, il a fait mieux, donc T'as vu comme ça ouais, a ça a marché? marché T'as vu? finalement. Hein. Ouais. Alors Anto, je te mets en contre-perf direct. Ne prends pas mal. C'est pour ton bien. Voilà, donc on s'attend à un grand Antonin Guigona à Oberhof. Ouais. Mila, Emilien Claude, bon, on voit peut-être un peu les limites d'Emilien sur cette étape au Grand Bornand. Ouais, c'est compliqué quand même parce que il y a que enfin sur le sprint, il fait quoi? Il fait 3 erreurs, il finit au-delà de 37e. la 30e place. Ouais, c'est ça. Bah j'ai pas grand-chose à dire de plus que ce qui a déjà été dit pour ces trois-là. C'est vrai que il y a toujours un peu un truc un peu spécial pour Antonin quand il est ici, enfin au Grand Bornand. Après, il reste quand même beaucoup dans l'ombre d'Eric et d'Emilien. Honnêtement, on n'a pas beaucoup parlé d'eux sur ce week-end, déjà parce que eux n'ont pas beaucoup performé, mais aussi parce que il y a eu quand même les belles courses d'Emilien et d'Eric. Donc ouais, c'est dommage. Fabien, c'est vrai qu'on se demande quelles sont ses si ses limites, ça serait pas Ouais. ça finalement, un top 10, un peu par-ci par-là, bon une 5e, puis un podium un peu une fois de temps en temps, mais ça reste rare et ouais, ça jouera malheureusement pas ce que peuvent jouer Eric et Emilien par exemple. Emilien Claude qui a terminé 33e et 37e et qui n'était pas qualifié pour la Mastart, 40e du général, Ouais. Emilien Claude. Hein, donc c'est vrai que bon, on va dire qu'il y a derrière, il n'y a pas forcément plus de concurrence comme on peut avoir chez les dames, donc sa place n'est pas forcément en danger. Mais c'est vrai que pour Emilien Claude aussi, c'est pas forcément le week-end rêvé non plus au Grand Bornand devant son public. Après, on a vu une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, il a pris un bain de foule avant la poursuite. Il s'est arrêté devant le public, il a pris en photo, en vidéo l'ambiance. Donc, il a quand même bien Puis profité, c'est le Emilien. premier Français à être parti, à avoir démarré l'étape des Bleus, parce que c'est le premier à être parti sur le sprint, donc il a eu une clameur des supporters Oui, au moment de son départ, mais c'est un peu le seul highlight de son week-end, si je peux me permettre. Mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, oui, c'est qu'on n'a pas trop parlé de lui, forcément, par rapport aux autres Français qui ont mieux performé, mais on verra comment ça évolue du côté de Burhoff. Mais pour finir sur les Bleus, c'est quoi le bilan de ce début de saison? Parce que, bon, on restait quand même sur un hiver très compliqué, faut le dire. Il y a quand même du mieux, hein. Non, c'est vachement. Moi, je trouve que c'est vachement bien. Mila et moi, on était sur le preview homme. On n'était pas si. Je Oh pense pas non! on Oh non! ambitionnait. On ambitionnait pas si bien que ça. Hein, 4 donc, Français dans le top donc 10, ça hein. reste au-delà des. Ouais, ouais. Et puis on a quand même un troisième, quatrième quand même. Mm. ouais. Attends, l'année dernière, on avait quoi? On avait 5 ou 6 Norvégiens en première Ouais. place. Ouais. Là, on va pas bouder notre plaisir. Et puis je trouve qu'ils ont une autre, surtout pour parler d'Emilien pour le coup, parce que Eric, bon, Emilien Jacquelin. Hein. il a toujours que ça. Emilien Jacquelin, je trouve quand même qu'il a une autre mentalité.
cette année où il joue quand même plus, il joue plus devant. Il me paraît plus heureux ou plus en forme ou plus, je sais pas, plus joueur. Voilà, plus joueur, plus coquin, plus taquin. Ah, ça ne Donc, nous regarde pas, Aurélie, donc hein, après. ça lui réussit, voilà. Donc continue comme ça, Emilien, et puis fais-nous des belles courses, fais-nous des courses ratées, mais au moins quand ça marche, on est content, quoi. Mm. Voilà. Ça fait plaisir de les voir. Enfin, Emilien, on sent qu'il a passé un cap et puis on a l'impression que sur chaque course, en fait, il peut faire quelque chose à chaque fois, en fait. Et même finalement, quand il tombe dans la dernière montée face à Johannes, bah, au final, sur le Ouais, moment, on hurle et après, même lui, quand il le prend, il le prend comme une expérience et on sent que c'est ça qui a changé chez lui, c'est qu'il prend les courses les unes après les autres et même si toutes ces courses ne sont pas pleines, toutes ces courses ne sont pas parfaites, il a ce côté que justement qu'on apprécie, qu'on disait tout à l'heure. En fait, il nous laisse jamais indifférents sur une course et c'est ça qui est cool avec lui. Et puis d'un point de vue collectif, les relais quand même, faut en parler. Ils nous font quand même pour l'instant un 2 sur 2. C'est vrai. C'est quand même très fort face aux ça non Norvégiens. plus, on l'avait pas pronostiqué hein, Ah pendant non, notre clairement, preview. quand on voit l'équipe norvégienne qu'on a à côté, enfin, tous les ans, on en a 3-4 qui arrivent comme ça, qui font des choses incroyables, et nous, on arrive à faire 2 relais de suite, dont l'un qui a failli être enfin, qui est historique, mais qui aurait pu l'être avec un 40 sur 40. Donc non, franchement, on peut pas dire que c'est un très bon début de saison. On espère que ça va continuer. Je pense que pas grand monde aurait parlé qu'il y ait autant de Norvégiens que de Français dans le classement général, dans le top 10 du classement général. 4 Ça fait Norvégiens, plaisir. 4 Français. Fallait le parier, ceux-là. Donc, mais c'est vrai que oui. Si on compare à l'an dernier, il y a quand même une très très belle évolution. Et on espère que ça va rester comme ça et que notamment au niveau des relais, qu'on va garder la main. Il y en aura 2 autres, il me semble, sur ce mois de janvier. Ça sera du côté donc de Oberhof, non pas d'Oberhof, du côté de Ruhpolding et d'Antols. Il y aura 2 relais hommes. Oberhof, ce sera des relais mixtes. Mais après, évidemment, le relais le plus important à gagner, ce sera celui des mondiaux à Ouais. Lanzarote 2. Après, j'espère que oui, que les Norvégiens vont pas nous faire une française finalement, que nous on remporte tous les relais et qu'eux remportent celui juste des mondiaux. Ce serait un peu frustrant, mais ça ferait partie du jeu. Et bon, en tout cas, c'est un très beau début de saison d'ensemble de l'équipe de France. Alors bien, pour parler maintenant des Norvégiens, bon, à l'image des dames, il y a quand même un biathlète qui s'envole en haut du classement général de la Coupe du Monde. Bon, je parle évidemment de Johannes Bö, qui était un peu comme chez lui au Grand Bornand, qui a occupé d'ailleurs les 3 places du podium sur cette semaine. Donc 2e du sprint, 1er de la poursuite, 3e de la mass start, 115 points d'avance sur Stallone Legrid, alors que c'est un écart qui est moindre par rapport à Preuss sur Elvira-Berg, mais quand même qui est déjà important. Qui pour l'arrêter finalement sur ce 6e gros globe de cristal? Il semble tellement évident, j'ai l'impression, ce globe. Alors c'est mon sentiment, mais est-ce que vous le partagez, ce sentiment, que ça semble évident qu'il y aille vers ce globe, Johannes Bö? Oh bah, sauf guerre nucléaire, arrêt, confinement, je sais pas, pandémie, etc. Clairement, il est pour lui. Il a vraiment un, il est un niveau au-dessus. Il est un peu moins extraterrestre sur les skis, mais il est quand même clairement plus fort que les autres. Ce serait vraiment logique. Donc, je le vois pas du tout relâcher les efforts avant ce nouveau gros globe. Pareil aussi, Mila. Ouais, moi en preview, je parlais de ce tour-là, qu'on n'avait pas forcément beaucoup évoqué, parce que je le sentais bien, et bon, ça se confirme, Ouais. franchement, ce tour-là, alors il fait pas de vagues, mais il sort pas du top 10 depuis le début de la saison, donc ça prouve quand même que il est hyper régulier, mais c'est vrai qu'il est toujours à la recherche de sa première victoire. Et c'est peut-être sur des days comme ça que ça va se jouer, hein. Johannes aura peut-être des courses un peu moins, on va dire, un peu moins étincelantes sur la longueur que sur l'âne, mais en fait, le fait d'engranger le maximum de points 2, 3, 4 fois dans l'hiver, c'est sûrement ça qui va faire la diff. Et je pense que clairement, je vois pas ce tour-là
complètement se déchaîner en deuxième partie de saison et tout remporter. J'ai du mal à y croire. Je le vois bien continuer de jouer vraiment devant et de choper des podiums assez régulièrement, mais clairement, je pense que Johannes a un petit fauteuil là sur le général et ouais, je pense qu'elle sera pour lui aussi. Ouais, Aurélie peut passer Noël tranquille, Johannes. Oh oui, je pense. Oui, je pense qu'il est content de son week-end. Après, voilà, comme tu disais, il a une première, une deuxième, une troisième place. C'est pas non plus le Johannes qu'on a eu avant qui remporte les trois premières places du week-end. Alors, ça reste très beau, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je pense aussi, comme lui là, que Sturla va être très régulier derrière, donc il va quand même rester. Alors, il n'est pas en embuscade parce qu'il est quand même un peu loin, mais il va quand même rester derrière lui. Alors, si Johannes continue sur sa lancée, bon bah il est imprenable. Si Johannes se relâche, voilà, à voir. Ça, voilà, à voir. Mais bon, effectivement, il est bien parti pour le gros globe. Ouais. Ce serait donc son 6e gros globe de cristal, comme Olena Mjøndalen, dont il chasse un autre record, le record de victoire. Il a 88, désormais Johannes Bö, Mjøndalen c'est 95. Potentiellement, ça peut le faire aussi cette saison. On avait déjà fait un débat si ça pouvait faire cette saison. Ouais, on avait parlé. Il lui reste 7 victoires à aller chercher. Ça semble Large. pas non plus impossible. Oh non, c'est large. Non. Mais ce serait con parce qu'il faudrait qu'il se donne une autre motivation la saison prochaine. Il devrait en garder pour le. Voilà, il devrait se garder de ça en motivation pour la saison prochaine. Grand il va chelem au galérer JO. cet été. Ouais, c'est vrai. Ah, et faire le grand chelem au JO, ça c'est dans ce truc à la Michael Phelps. Tu vois, genre 6 titres. Ouais, c'est exceptionnel. Après, il n'y a pas le relais mixte simple aux Jeux Olympiques. Non, c'est vrai que c'est dit que 6. Oui, j'ai pas dit 7. C'est ça, exactement. Donc, il suit, Jérémy, c'est bien. Il est déjà prêt pour les Jeux Olympiques. Il a mis en Cortina. J'y serai, j'espère. Ah oui. Bref. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire déjà sur les plateformes en ligne pour la billetterie. Mais ce qu'on très prisé évidemment, en plus en Tols. On avait forcément très hâte là-bas. Mais c'est vrai que oui, bon, Johannes là semble filer vers ce gros globe de cristal. Sans contestation, oui et non. Mais en tout cas, ils sont quand même déjà au-dessus du lot. Ah oui. Cet hiver, c'est un fait. Et très régulier, même quand il gagne pas, il est toujours placé. Et c'est un fait. Domination Johannes Bö, domination norvégienne aussi. 3 courses au Grand Bornand, 3 victoires norvégiennes. Avec en plus une basse start avec 5 Norvégiens dans les 6. Il y a la victoire donc, de Johannes Bö sur la poursuite. La victoire sur le sprint de Martin Ouldahl. Sa première victoire en Coupe du Monde au Grand Bornand, comme Johannes Bö d'ailleurs. Et aussi la victoire de l'immortel Tarjei Bø sur la Mastart qui était mis de côté sur le sprint parce qu'il n'y avait que 6 places contre 7 pour les Norvégiens sur les 2 premières étapes. Le staff avait décidé de faire courir Martin Ouldahl en 6e homme sur donc ce sprint. Ils ont eu raison, vous me direz. Puis bon oui. Sur la Mastart, il n'y a pas de quota, donc et vu que Tarjei Bø était toujours dans les 25 meilleurs, il avait le droit de pouvoir participer, donc il y était. Il a gagné 7 courses. On va tout de suite. Je vais pas faire vous poser la question, Aurélie. Pourquoi tu retiens la victoire de Tarjei Bø entre ces 3? Alors, objectivement, parce que déjà, oui, comme tu disais, l'immortel Tarjei Bø, il a pas fait un bond, il a galéré ce début de saison. Ouais. En mode diesel, clairement. Ouais. C'est pas catastrophique, mais sacré diesel, quand même, quand on sait que la Norvège, la densité, ça suffit pas. Ouais, mais quand on sait aussi son classement de la saison dernière, il n'était pas au niveau des attentes qu'il pouvait avoir. Après, je pense que Uldal, il a fait un petit coup en parlant à l'NRCO, en pleurant à l'NRCO en direct à la TV devant toute la Norvège que malgré sa belle course, il serait pas sélectionné. Je pense que du coup, la semaine dernière, je pense que du coup, ça a mis Tarjei de côté. A raison. Et même Tarjei le dit aussi que c'était justifié qu'il soit mis de côté. Mais alors, de revenir comme ça, à son âge, avec la pression qu'il a, et de gagner cette Mastart dans les conditions de la Mastart, désolé, mais voilà, chapeau, quoi.
La fraîcheur a peut-être Chapeau. compté aussi, tu me diras. Oui, alors je pense que oui. Après, il a fait, Oui, il a fait le il travail a de pas assuré tir. ses Hein. tirs aussi. Il a fait le travail, alors que encore une fois, c'était pas évident. Il a gardé le cap, il avait la fraîcheur, mais on voyait quand même sur la fin fallait pas non plus que la course continue trop longtemps, hein, sinon on le rattrapait derrière. C'était bien que la ligne d'arrivée arrive, mais il a quand même gardé le cap et gardé comment dire, la force d'aller chercher cette victoire. Non, Avec ce podium en plus. avec ce fantastique podium, et puis j'en parlais tout à l'heure, mais honnêtement, vous avez pas un petit peu la larme à l'œil, vous aussi, Non, en voyant si. Johannes Non, arriver non, et acclamer vraiment. son frère comme Ouais, parce ça? qu'il Ouais. était pas premier, donc Mais, je trouvais ça bizarre. C'est pour ça que j'étais. J'ai ému qu'il soit pas premier. ah, Johannes. ouais, ah non, mais, ouais, Johannes, il pleurait en interview après Ah course, ouais? hein. Il pleurait, ouais, enfin, il pleurait pas à grosses larmes, mais tu voyais qu'il y avait quand même des larmes qui coulaient tellement il était fier pour son grand frère. Non, voilà, bref, c'était ma victoire norvégienne du week-end. Ouais. Mila, pareil aussi. Ouais, bah Aurélie a tellement bien défendu cette course que je peux rien rajouter, mais non, c'est vrai que c'était beau quand même. Et puis c'est vrai que Johannes, j'ai l'impression qu'il avait pu lui donner la victoire limite. Ouais. Alors, il aurait peut-être pas fait quand même, mais bon, il avait l'air aussi heureux que si c'était lui qui avait gagné, quoi. Donc, C'est vrai voire qu'on n'a même, jamais vu autant heureux Johannes B faire une troisième place. Hein, bah, c'est que c'était vraiment hyper émouvant pour lui. Donc, non, ça fait quand même plaisir à voir. Et Tarier, bah voilà, il s'est hyper bien. Bah, il a défendu sa place et bah, c'est une réaction de champion, quoi. Enfin, vraiment d'être capable de faire ça. Donc, Ouais. ouais, Un peu chapeau. comme Christiansen l'an dernier, hein, Europolling, finalement, qui était sorti de l'équipe pour Ouais, Oberhof et qui avait remporté, c'était le sprint de Europolling la semaine suivante. C'est vrai que c'est beau cette réaction et même de Wittariebe qui est immortel, hein, 36 ans, qui est toujours là. C'est assez dingue, quoi. Enfin, c'est un athlète qui a couru avec Martin Fourcade, qui a remporté le gros globe en 2011, il y a 13 ans. 2011, ouais. C'est une Ouais, éternité ouais, ouais. dans une carrière hein, de sport de haut niveau, 11 ans, 13 ans, pardon. C'est assez dingo. Donc c'est très très beau à voir et ça confirme sans doute les doutes qu'il avait Aurélie. Hein, peut-être que c'était assez en trop ou pas. Bon, là au moins, bon, il montre qu'il a toujours le niveau pour être ouais, dans cette équipe A. Tarier c'est ça. Jérémy, quand même, on va parler de Martin Oudal, cette victoire sur le sprint, qui avait déjà été épatant à Orfilsen. Là, il a sorti le grand jeu. Ah ouais, il nous rappelle quand même un peu Johannes quand même, hein, moi je trouve. Il a cette fougue, il va vite sur la piste, il n'est pas complexé par son âge, par cette équipe de dingue et, et ouais, je pense quand même que c'est un futur très grand du biathlon, moi. Hmm. Neuvième du général maintenant, Martin Oudal. Ouais, 251 points, qui semble s'installer, mais non, dans cette équipe norvégienne. C'est assez fou quand même. Hein. C'est là qu'on voit, alors il est deuxième du général aussi de l'IBU Cup ou troisième. Euh, c'est il s'est joué les deux en même temps. voilà, c'est comme Soum en Incroyable. fait l'an dernier aussi, il avait un peu joué des deux. Mais c'est vrai que là on voit où que les Norvégiens en IBU Cup peuvent clairement tous prétendre au top 10, quasiment, de la Coupe du Monde. C'est vrai que Martin Oudal, bon, c'est vrai que là le tir debout semble quand même un peu compliqué pour lui en termes peut-être d'émotion aussi. Il a enchaîné quand même pas mal de grosses erreurs, mais bon, on va quand même pas non plus euh, critiquer par rapport à ça au vu de toutes ses belles performances. Et il fait quand même 5e de la Mass Start, 21e de la poursuite après cette victoire, donc il a quand même perdu 20 places. Mais ça reste quand même une très très beau week-end pour Martin Oudal qui sera à Oberhof, hein, au lit, hein, normalement. Et justement, Ouais, les normalement, craintes, oui. c'est plus pour Vettel, là, hein, Vettel Christiansen, qui a fait un week-end assez compliqué au Grand Bornand. Bah ouais, ça fait deux de suite en plus. Autant c'était pas trop mal, il me semble, en Finlande, mais c'est vrai que depuis deux week-ends, enfin deux étapes, bah ça marche plus. Il sait pas trop non plus pourquoi.
Il était après la poursuite, en tout cas, il était très décidé, après le sprint même, à se dire que voilà, maintenant, il faut que je perf ou c'est maintenant ou jamais. Ça l'a pas fait quand même. Donc, je sais pas ce qu'il a. Contrairement à Strumsheim qui lui, se dit pas en forme, qui est rentré, je crois, prendre des prises de sang en Norvège. Mais Vettel, il sait pas trop. Il sait pas trop pourquoi. Ouais. Donc, Il disait pas en ouais. interview que ça sentait pas bon quand même pour lui. Il se voyait redescendre en IBU Cup. Alors, oui. Bon, alors après, la semaine dernière, j'ai lancé la fake news d'Uldal, donc je dis pas trop. Rien n'est confirmé. Je vous dis juste que eux disent en post-interview, enfin en post-course, en interview d'après-course, lui, Vettel disait qu'il pense qu'il sera pas à Oberhof. Il disait qu'il voit pas comment il pourrait être à Oberhof et il disait que si lui-même était coach, il se sélectionnerait pas à Ah oui. Oberhof. Ah ouais. Et j'avais même l'impression voilà, j'avais même l'impression qu'il l'espérait un peu parce que il disait que voilà, peut-être que ça sera un scénario à la saison passée où voilà, je participe à une saison et puis je reviens conquérant le week-end d'après. Donc voilà, mais après bon. Je sais pas. Donc encore une fois, là on lui a bien demandé. On lui a dit, vous avez eu le message que vous serez pas au Bureau. Il a dit non, mais je sais qu'il arrive. Voilà. Donc je mets entre guillemets, attention, il y a rien de confirmé, c'est Ouais, pas ça semble sûr. se jouer entre Vettel quand Mais même et Stromsheim. Stromsheim qui a fait 55e du sprint et qui a pas participé ensuite aux autres courses, qui semble hors de forme. Si Stromsheim est hors de mais si forme, voilà, oui, je vois pas pourquoi on enlèverait Vettel. voilà, c'est ça. Ah, pour faire venir Botn, tu Après, penses? ouais, c'est compliqué Ouais, les Norvégiens. Il y a tellement de ouais, c'est paramètres à prendre en compliqué, hein. compte. C'est vrai que déjà de se enlever un maillon fort de Coupe du Monde, c'est compliqué. Il y a déjà eu Jonas Dalle qui est plus là, qui a fait une victoire d'ailleurs en IBU Cup. Donc bon, ça c'est il y a de quoi avoir des gros mal de tête du côté de la Norvège pour faire ces sélections. Mais en tout cas, oui, il y a quand même deux athlètes qui semblent en danger quand même. C'est Vetle Christiansen et Stromsheim qui n'ont pas été performants au Grand Bornand. On verra parce qu'ils sont 7, c'est encore là, un Grand Bornand, hein, on l'a dit. Hein. Il faut en enlever un. Et après, en plus, il faut en faire monter un DB Cup. Bon, ça, c'est encore plus autre chose. On verra ça de ce côté. Donc peut-être que oui, Stromsheim et Christiansen ne seront même pas tous les deux à Oberhof. Donc on verra d'ici quelques jours. Bien, alors pour finir, vos performances et contre-performances côté masculin, Jérémy. Alors, moi, j'ai mis évidemment, vous en doutez, Danilo Rittmuller pour faire plaisir à Mila. Deuxième de la Mastart. Et, seul au milieu des Norvégiens, donc c'est quand même une belle performance. Et contre-perf, Tommaso Giacomel, qui est pas au niveau de l'an dernier. Et voilà, ça n'a pas l'air de marcher fort cette année. Non. Danilo On Rittmuller. rappelle que Romain l'a mis dans sa grosse cote d'ailleurs, troisième du général. Ouais. Je vois, Et je crois vois moi pas de quoi tu aussi, hein. parles, Mila. Je vois pas de quoi tu parles. Mais sinon, non, pour revenir à Daniel Rittmuller, premier podium, pour le signaler, hein, en Coupe du Monde. Et Ouais. c'est vrai que les Allemands qui ont fait un bon sprint collectivement, une bonne mass start aussi collectivement, face aux Norvégiens, qui ont été bons finalement dans les mêmes conditions, un peu humides, enfin très humides, neige un peu difficile. Et peut-être ils avaient une bonne glisse aussi de ce côté-là, contrairement peut-être aux Français sur le sprint. Sur la poursuite où c'était des belles conditions, là, ils étaient quand même plus en retrait. On a plus vu justement les Français. Donc ça, voilà. Mais c'est vrai que Daniel Rittmuller a signalé son premier podium en Coupe du Monde pour l'Allemand. Et Giacomel, ouais, un peu en retrait quand même globalement sur ce début de saison, 13e du général. On en attendait un petit peu mieux, notamment moi. Mila, contre-performance, c'est qui? Alors moi, ma contre-performance, c'est Ponsiloma. Après, c'est pas une contre-performance que de ce week-end, parce qu'il est globalement pas bon, hein, depuis les débuts de la saison. Il est 27e, je crois, au général. Ouais, c'est ça, 27e. Donc c'est quand même assez étonnant. Après, on sait aussi que c'est quelqu'un qui est capable de complètement craquer sur des courses. Mais là, ouais, il fait un sprint catastrophique avec 6 fautes. Il est 58e. Bon, il fait une belle remontée, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, quand vous partez 58e, c'est difficile de faire pire. Donc, et après, sur la Mastart, bah,
il est dernier, tout simplement. Non? Oui, Je crois que c'est ça. Ouais. avec 10 fautes. Donc, bon, je pense que là, c'est la définition exacte de la contre-performance. Donc, Oui. ouais, c'est assez étonnant quand même. Alors que pour le coup, Samuelsson, son compère suédois, même si ça n'ira pas chercher Johannes Bö comme il le prétend chaque année, bah c'est quand même plutôt régulier et ça fait des top 5, des top 10. Lui, pour le coup, c'est assez compliqué. Et après, pour ma performance, bah du coup, comme j'en ai pas parlé, je vais dire quand même Uldal sur le sprint. Parce que même s'il tire à 10 sur 10 et qu'on peut penser qu'il a quand même un peu de marge sur Johannes, bah quand même, rester devant Johannes sur un dernier tour, quand il passe derrière vous sur un sprint, je pense que ça devrait quand même être assez compliqué de tenir la distance. Et puis voilà, j'ai aussi envie de saluer comme on disait avec Jérémy, sa technique sur le pas de tir assez marrante à voir, qui lui fait gagner des dixièmes, voire des secondes. Et bah, ça a bien payé sur le sprint. Tu parlais de Samuelsson, Mila. Aurélie, tu as une anecdote sur ces bœufs, avec la télé norvégienne. Ouais, parce que bah, après, bon, ça a fait un peu les gros titres parce que CB a dit qu'il détestait la Norvège, non? Les Norvégiens, la Norvège, il en avait marre de voir les Norvégiens devant tout le temps. Donc Alors, bon, dans la en vrai, je pense que c'est pas le rivalité. seul. Hein. Non, mais lui, il le dit clairement. Il le dit à la télé norvégienne. Donc en fait, je pense que c'est là que le bas blesse en fait. Il le dit directement, il s'adresse aux Norvégiens quand il le dit. Et bon après il le disait en souriant. Hein. Voilà, je pense qu'il le dit un peu, Et avec sa carabine dans la main. en mode humour avec sa carabine dans le dos. Oui, et donc voilà, donc ça a pas trop bien marché ce week-end, même si c'était pas cata, mais c'était pas non plus un super week-end. Et donc il y a Björn Dalen qui reprenait ça. Après, bah c'était après la poursuite surtout. Ouais, il fait 5 fautes. Et parce il a fait 5 fautes, voilà. Et donc Björn Dalen lui a dit, mais CB, au lieu de perdre du temps et de l'énergie à détester les Norvégiens, tu devrais plutôt te concentrer sur tes tirs. Ce n'est pas faux. Waouh, Mais ça clash. ça clash. Bon, après, c'est de bonne guerre. Hein. Moi, c'est lui qui commence à chaque fois en disant qu'il Oui, un petit peu. veut battre Peu, Johannes et qu'il déteste la Norvège. Bah ouais, et puis bah moi c'est ma contre-perf CB parce que même si c'est pas cata comme on le disait, mais ça reste que voilà, si tu veux battre Johannes, bah tu peux pas faire 5 fautes sur une poursuite, hein, et 3 sur une mass start. Il faut être plus régulier que ça. Voilà. Ou alors il faut peut-être revoir ses ambitions à la baisse, mais bon. Et encore, il s'en sort bien parce qu'il fait quand même 5e sur la Et il poursuite s'en avec sort 5 pas mal. fautes. Et 3e, bon, avec une seule faute, mais ça reste. Mais bon. J'adore toujours cette petite séquence Samuelsson sur le podcast. C'est toujours friand. Ah, mais on Ces l'adore. petites minutes là avec Aurélie aussi. Il y a toujours des Ouais. petits trucs à raconter. Ça, c'est génial. Je pense que ceux qui nous écoutent Quand aussi j'ai eu aiment bien. quand j'ai eu la notif de l'article Biathlon Live, entre guillemets, je déteste les Norvégiens, j'ai bien rigolé quand même. Ça m'a fait bien rire. Ah bah, Même la Norvège, je crois qu'il a dit, même pas dit les Norvégiens. Oui, la Norvège. La Le Norvège, pays quoi, dans comme son nation, entièreté. c'est la nation entière. après, j'avoue, j'ai écrit l'article en sachant ce que ça allait provoquer. Hein. Je suis pas, voilà, je vais être honnête. Hein. J'ai écrit avec plaisir. Oui, bah, Bon. TV2 a fait la même, hein. Ils ont aussi écrit l'article, ils ont bien sélectionné cette phrase-là aussi Ah sur bah, en toute même temps, l'interview. t'as une Ouais. phrase comme ça en interview, tu la ressors. On apprécie bien ces petits moments, Samuelsson avec les Norvégiens. C'est un épisode chaque semaine et on a hâte déjà d'être à Oberhof pour les prochaines phrases de sortie entre le Suédois et les Norvégiens. Et Aurélie, ton top, je te le demande pas, ouais, c'est Taribeux, hein, forcément. Hein, Ouais, Tarier, CB. voilà. Bon, et ben moi, mon top, ce sera l'ambiance du Grand Bornand, voilà, cette semaine. Malgré, tu vois, la pluie, le temps de pourri, il y avait énormément de monde. Il y avait plein de copes aussi. Enfin, il y a plein de fans de supporters. Il y a le groupe fan de Jeanne Richard, fan de Eric Perrault, fan de Sophie Chauveau. Là, il y a plein d'associations de supporters qu'on a eu durant l'étape et ça a donné une magnifique ambiance comme chaque année d'ailleurs au Grand Bornand. Hein. C'est toujours formidable cette étape-là, qu'il vente, qu'il fasse beau, qu'il pleuve. Toujours une magnifique étape et on a toujours hâte d'y être et ça, voilà.
le Grand Blanc a sa place au calendrier, même si bon, c'est vrai que c'est pas forcément simple avec les conditions, mais moi j'ai déjà hâte d'être en 2030 aux Jeux Olympiques. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Sturla disait que c'était au Grand Bornand, c'était la seule étape où il avait l'impression d'être une rockstar en fait, où tout le monde, parce que les Français sont moins comment dire, je sais pas si c'est respectueux le mot, mais les Norvégiens ou même visiblement d'autres nations sont un peu plus, tu vois, les athlètes tous pas trop aller alors que les Français n'en ont rien à battre. Ils voient ce tour-là, ils l'interpellent. Ils disaient que même les bénévoles, allaient leur parler tout le temps. Ah ouais. Genre ils sont en train de faire les essais au tir, les bénévoles viennent leur parler tout le temps, leur demander de poser des questions, demander des selfies. Ils disaient que oui, ce tour-là disait c'est la seule étape où il a vraiment l'impression d'être une méga star. Alors que dans les autres, visiblement dans les autres étapes, ils sont un peu plus protégés ou je sais pas. Après, à Conchlarty, il y a 2 spectateurs, donc en même temps, c'est pas compliqué d'être protégé. C'est vrai. Ouais, puis je pense qu'à Holmenkollen, il y a beaucoup de supporters, mais ils sont plus, ils sont pas sur site de la même manière qu'au Grand Bornand, on va dire. Le cadre est différent. C'est différent. Ouais, mais donc c'est une étape qu'ils apprécient. Ouais, voilà. Globalement. Même Uldal, elle se rhume. Il dit ah oui, les gens connaissent mon nom. Les gens m'appellent, ils connaissent mon nom. Ce qui visiblement lui était pas arrivé avant. Le biathlon en France, c'est comme un sport jeune, récent. On pourrait se dire que voilà, on n'est pas connaisseur. Alors après, bon, la connaissance, c'est une échelle variable selon notre propre échelle. Mais c'est vrai que bon, on le voit quand même, les Français s'y connaissent. Il y a de l'enthousiasme. L'enthousiasme, mais c'est vrai que ce home, oui, bon. Et après, les médias aussi, alors je parle pas de biathlon live, mais font aussi peut-être leur taf aussi pour informer les fans français de biathlon que font peut-être pas les autres sports ou les autres pays, pardon, ou peut-être NRK, Aurélie ou TV2 parlent peut-être surtout que des Norvégiens, parlent pas des autres athlètes. C'est ça aussi peut-être qui compte. Non, je pense pas. Après, ils parlent beaucoup des Norvégiens parce que, enfin, surtout chez les hommes parce que c'est eux qui sont devant. Mais ils parlent beaucoup. Ils adorent Emilien, par exemple. Ils parlent beaucoup d'Emilien. Ils adorent Justine aussi et Julia. Et puis bon, à Preuss, ils en parlent un peu moins, mais c'est un peu l'effet eau tiède dont on parlait tout à l'heure, je pense. C'est une personnalité qui est peut-être moins. Ils aiment bien Doro, je pense que après non, je pense pas. Après Björn Sorum aussi, bon, il nous avait marqué en début de saison avec ce relais mixte où il avait dépassé Emilia Jacquelin. Forcément, je pense que ça a marqué pas mal le supporter français aussi de ce côté-là. Mais il ne en vole pas en tout cas apparemment, de ce qu'on comprend. Et il reste quand même un très bon esprit quand même pour les Français. On a vu des petites polémiques qu'il y a eu sur le tir de Preuss. En tout cas, le résultat des courses, comme globalement, les biathlètes sont quand même très heureux d'être au Grand Bornand. Des réactions de ce qu'on a, français évidemment, mais biathlètes étrangers. Donc une étape qui est devenue presque incontournable au calendrier de la Coupe du Monde. Bien, alors voilà pour la partie Coupe du Monde. Je vais quand même vous parler un peu des autres compétitions qu'il y a eu. Il y a eu le BU Cup à Aubertillac, troisième étape du circuit B. Alors comment vous dire, chez les hommes, c'est un peu comme chez la Coupe du Monde, comme d'habitude. Sur le sprint homme, il y a eu un triplé norvégien remporté donc par Dalle, je le disais tout à l'heure, qui a répondu finalement tout de suite après sa descente en IBU Cup. Meilleur français, c'était Oscar Lombardo qui a terminé 10e. Sur le Mastart homme, après triplé quadruplé norvégien, remporté par Johan Olav Botten, t'en parlais Aurélie, qui est resté en plus sur 6 deuxième place consécutive, c'est quand même assez fou, qui remporte enfin une course sur le circuit B. Gaëtan Paturel qui a fini 7e sur cette course-là. Gaëtan Paturel d'ailleurs, je trouve personnellement un beau début de saison sur le circuit B avec des sacrés temps de ski. Très bon début de saison de sa part pour ses vraiment premières courses en IBU Cup. Alors il en avait fait déjà la saison dernière en fin de saison, mais là vraiment première grosse saison sur le circuit B. Ensuite sur le sprint dames, la victoire est venue à l'italienne Inara Catolo, devant Gilon Guigona et Paula Bottet. Gilon Guigona redescendue elle aussi tout de suite donc en IBU Cup qui répond immédiatement. Sans oublier la 5e place de Camille Bennett. La Mastart Dame, victoire allemande de Stéphanie Scherer devant Paula Bottet encore sur le podium et Camille Bennett. 3e. 8e place de Chloé Chevalier, donc des super résultats d'ensemble pour les Françaises, une nouvelle fois.
Ensuite, il y a eu des relais mixtes pour terminer cette étape. Tous remportés par la Norvège. On notera la 3e place de la France sur le relais mixte et la 2e place sur le relais mixte simple. Un petit point au général pour les Français. Alors chez les Françaises, c'est le champagne. Première pour la beauté, 88 points d'avance sur Camille Benet. Et 3e, on retrouve Chloé Chevalier. Donc bon, là, c'est là où on voit quand même la superbe densité de l'équipe de France féminine. Donc c'est un super début de saison des Bleus. Et chez les hommes, donc on a 4 Norvégiens en tête. Voilà. Avec Botten premier. Ah, Oui, Aurélie. non, bah oui. Oui, on c'est comme constate ça, les dégâts. Exactement. Ouais. Et chez les Français, on a 2 dans le top 10 avec Oscar Lombardo 9e et Gaëtan Paturel 10e. Et la prochaine étape, ce sera le 9 au 12 janvier à Harbour en Allemagne, donc en même temps que l'étape d'Oberhof. Et ensuite, il y a eu une étape de Junior Cup, la 2e de l'hiver, à Goms, en Suisse. Alors là aussi, les Français ont brillé, avec déjà d'entrée 2 victoires sur les relais mixtes. Le relais mixte avec Louane Dupont-Ballet-Basse, Violette Bonny, Yann Martinet et Guillaume Poirot. Donc, et aussi, quelques heures après, sur le mixte simple avec Amandine Mangin et Léo Carlier. Donc déjà, ça a commencé très bien. Sur le sprint homme, ensuite, on a eu la 3e place de Léo Carlier. Et sur la Mastart masculine, 2e place de Guillaume Poirot. Guillaume Poirot qui est en tête du Général Junior Cup avec la 3e place de Léo Carlier. Et chez les dames, alors, on a eu une démonstration, Annelle Bandou nous a fait d'une Annelle Bandou qui est redescendue sur la Junior Cup parce que bon, Jeanne Guicona est redescendue sur les Big Cup, conséquence Annelle Bandou, qui était 6e biathlète la moins performante en IBU Cup, donc elle est redescendue sur la Junior Cup. Elle a mis 2 minutes 13 à ses adversaires sur le sprint. C'est assez colossal, c'est assez fou, avec une faute en plus. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a plus de poursuite, parce que je regardais, je crois que la 60e était au moins 7-8 minutes, donc ça aurait été assez drôle quand même que la 60e se prenne soit slappée, alors qu'elle soit même pas partie. Bon, je pense qu'il y aura peut-être eu un changement de règle de ce côté-là. Mais sinon, Annelle Bandou a fait le doublé sur la Mastart. Elle a remis ça juste devant, quelques secondes devant Amandine Mangin pour un doublé français, et avec 6 Françaises dans le top 10 sur cette Mastart. Donc, une sacrée performance collective, une nouvelle fois, des Bleus. Et au général, chez les dames, ça donne Amandine Mangin première, qui est en tête, devant Violette Bonny. Donc un super début de saison pour les Bleus. Après, faut quand même noter qu'il n'y avait pas les grosses nations. Alors sur ce début de saison, sur les 2 premières étapes, il n'y avait pas la Norvège et la Suède. Et sur la 2e étape, il n'y avait pas les Allemands. Ils étaient là sur la première étape, mais ils n'étaient pas là sur la 2e. Donc bon, ça donne aussi peut-être des indications pourquoi les Français étaient aussi performants. Mais bon, les Français ont pris ce qu'il fallait prendre. On va pas se priver. Donc en tout cas, c'est de belles performances. Et la prochaine étape, ce sera du 16 au 19 janvier en Pologne, sur le site de Jakubczyk. Voilà, je suis désolé pour la prononciation, je vous laisse ça. Et ce sera en Pologne du 16 au 19 janvier avant les championnats d'Europe junior. Bien, et pour nous, Aurélie, la Coupe du Monde, ça sera quand? Pour nous, alors ça reprend. Ça reprend quand? Ça reprend le 9 janvier. Où ça? En Allemagne. En Allemagne, à Oberhof. On attaque le duo allemand par Oberhof. Alors, on attaque le 9 janvier, le jeudi 9 janvier à 14h20 avec un sprint féminin. On a le même programme le lendemain, le vendredi 10 janvier à 14h20, mais avec un sprint masculin. Et puis, un super samedi avec des poursuites. La poursuite féminine à 12h30 et la poursuite masculine à 14h45. Comme ce week-end, en fait, ouais. Non? Exactement. Je crois. À peu près, ouais. Et et le dimanche, alors là, par contre, on a des relais mixtes. On a le premier relais mixte simple à 12h20 et le relais mix normal à 14h30. Voilà. Alors, j'ai pas les prévisions météo, c'est dans trop longtemps. Mais bon, à Oberhof, on peut dire peut-être qu'il va pas faire très beau. Ce serait pas risqué de ouais. Mais c'est vrai que ça fait 2 semaines de pause finalement pour les biathlètes. Voilà, 2 semaines pour reprendre des forces. Ouais, c'est bien. Voilà. Et on a déjà hâte d'être à Oberhof sur ce triptyque habituel. Oberhof, Ruhpolding, Antols, qui va lancer les biathlètes vers les championnats du monde de Lanzarote, et ça va finir par fixer définitivement aussi des objectifs, sans doute des athlètes, pour certains et certaines, le gros globe ou seulement les mondiaux. On verra ça, mais direction Oberhof d'ici
15 jours. Bien, Aurélie, Jérémy, Mila, je crois qu'on a fait à peu près le tour de cette étape du Grand Bornand. Oh oui. Ouais, bah, pour clôturer cette magnifique étape, quand même, une petite info historique. Le premier tifo de l'histoire du biathlon a été réalisé au Grand Bornand. Ouais, on a vu Ouais. ça dans les tribunes. Bleu, blanc, rouge, là. Ouais. Un peu une ambiance de stade de foot, c'est un peu ce qui résume un peu cette ambiance. Exactement. Au Grand Bornand, et avec 20 000 spectateurs quasiment tous les jours. Donc c'était une belle ambiance et c'est un beau tifo, exactement. Et je sais pas combien de Marseillaises d'ailleurs pendant ce week-end alors qu'on n'a pas eu de victoire. Ça, c'est très très français, mais on aime ça. Bon, bah merci à tous les trois d'avoir été là. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Pas de même, À toi ouais. aussi. Joyeux Noël. Mangez pas trop de chocolat. Ah, ça, je suis pas sûr de ça, de tenir cette promesse, Aurélie, mais Ouais. Profitez On en bien, on se reparlera retrouve aujourd'hui. en 2025. bah oui, 2025, ça va arriver d'ici quelques Ouais. jours et ça, on vous reprenez des forces comme les athlètes et on va être d'attaque, je suis sûr, c'est certain, pour le prochain débrief. Merci à tous de nous avoir écoutés. Alors déjà, passez aussi de très belles fêtes de fin d'année. On vous souhaite en avance une belle année 2025. N'hésitez pas à liker, à partager notre contenu, à réagir à tout ce qu'on a évoqué durant cet épisode. Encore merci à tous les trois. Encore de belles fêtes de fin d'année à tous. Et on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Salut tout le monde. Salut, salut! À bientôt! Salut.